Elle a accepté le contrat sans imaginer le prix. 30 jours aux côtés du millionnaire qui l'avait acheté, et chaque nuit serait un mélange de peur, de désir et le début de quelque chose qu'il ne pourrait jamais contrôler. Abonne-toi à cette chaîne, laisse ton commentaire. Nous publions des vidéos comme celle-ci tous les jours, continuant de fortes pluies s'abattaient sur le quartier de Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris, en ce jeudi de mars. Marianne était appuyée à la fenêtre du petit appartement de 2 pièces où elle vivait avec son père depuis l'enfance, observant les gouttes glisser sur la vitre embuée. À 19 ans, elle portait sur ses épaules un poids qui ne correspondait pas à son âge. Ses cheveux châtains étaient attachés en une simple queue de cheval, son visage sans maquillage révélait une beauté naturelle qu'elle-même ne reconnaissait pas. Elle portait un jean délavé et un chemisier blanc qui avait été lavé tant de fois que le tissu s'amincissait. L'appartement sentait le médicament et la nourriture réchauffée. Dans le salon minuscule, son père, Niels, était allongé sur le vieux canapé, couvert d'une couverture à carreaux que Marianne avait achetée dans un vide-grenier de l'église. Il toussait de temps en temps, portant la main à sa poitrine comme si quelque chose le blessait à l'intérieur. Marianne sentait son cœur se serrer chaque fois qu'elle entendait ce son rauque, ce gémissement discret de douleur qu'il essayait de lui cacher. Cela faisait 3 mois que Niels avait reçu le diagnostic. Cancer en phase terminale. Les médecins avaient dit qu'il n'y avait plus rien à faire, que ce n'était qu'une question de temps. Marianne avait quitté son emploi de serveuse dans un snack pour s'occuper de lui à plein temps. Elle vendait des douceurs devant l'école du quartier pour gagner un peu d'argent, mais cela suffisait à peine pour acheter les médicaments les moins chers à la pharmacie populaire. Les factures s'accumulaient, le réfrigérateur était souvent vide et la facture d'électricité était sur le point d'être coupée à nouveau. Elle s'approcha de son père et ajusta la couverture sur lui. Niels ouvrit lentement les yeux et Marianne sentit un serrement au cœur en voyant à quel point il était maigre, avec la peau jaunâtre et les yeux cernés. « Ma fille, dit-il d'une voix faible, tu n'aurais pas dû tout laisser tomber pour moi. »« Papa, ne dis pas ça, » répondit Marianne, s'asseyant par terre à côté du canapé et lui tenant la main. « Je ferai n'importe quoi pour toi. On va s'en sortir, tu verras. » Niels serra légèrement sa main, mais ses yeux étaient lointains, comme s'il portait un secret trop lourd à partager. Il tourna le visage vers le mur et murmura quelque chose que Marianne ne put entendre. Elle resta là en silence, caressant la main calleuse de son père, sentant le poids de l'impuissance. La nuit tomba avec plus de pluie et plus de froid. Marianne prépara une soupe légère avec les derniers légumes qu'elle avait dans le réfrigérateur et donna à manger à son père avec patience, une cuillère à la fois. Après qu'il se fut endormi, elle s'assit à la table de la cuisine et ouvrit le cahier où elle notait les dettes. Les chiffres dansaient devant elle, impossibles à équilibrer. Elle appuya son front sur ses mains et laissa quelques larmes silencieuses couler. C'est à ce moment qu'elle entendit la sonnette retentir. Marianne fronça les sourcils. Il était déjà plus de 22 heures et il ne recevait jamais de visite à cette heure-là. Elle essuya son visage avec le dos de sa main et se dirigea vers la porte, jetant un coup d'œil par le judas. De l'autre côté se tenait un homme qu'elle ne connaissait pas. Il portait un costume sombre, impeccable, avait les cheveux gris peignés en arrière et tenait une mallette en cuir noir. À côté de lui, il y avait son père. Non, c'était impossible. Son père dormait sur le canapé. Mais quand elle regarda mieux, elle réalisa que c'était Valère, le frère aîné de Niels, qui vivait en province et qu'elle voyait peut-être une fois par an. Elle ouvrit la porte lentement, confuse. « Oncle Valère ?» demanda-t-elle, regardant l'un puis l'autre. « Que se passe-t-il » Valère fit un pas en avant, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour, Marianne. Voici Maître Fabrice. C'est un avocat. Nous devons vous parler de quelque chose d'important. » Marianne sentit un frisson dans le ventre. Elle les laissa entrer et ferma la porte, croisant les bras sur sa poitrine comme si cela pouvait la protéger de ce qui allait arriver. « Important comment ?» demanda-t-elle, sa voix plus basse qu'elle ne l'avait voulu. L'avocat ouvrit sa mallette et en sortit quelques documents, les posant sur la petite table basse. C'était un homme d'âge moyen, avec des lunettes à monture dorée et une expression neutre, presque froide. « Mademoiselle Marianne, je suis venu ici à la demande d'un de mes clients, » commença-t-il d'une voix formelle et distante. « Un homme qui doit se marier immédiatement pour respecter une clause testamentaire.
Il est prêt à offrir une somme considérable en échange d'un mariage temporaire de 30 jours. Marianne cligna des yeux, sans comprendre. Comment ça, un mariage temporaire? Cela n'a aucun sens. Qui est cet homme? Pourquoi moi? Valère s'approcha et posa sa main sur son épaule, mais Marianne s'écarta instinctivement. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier, mais qui la mettait en alerte. « Marie, écoute !» dit Valère d'une voix basse presque suppliante. « Ton père est en train de mourir. Les médicaments dont il a besoin sont très chers. C'est ta chance de lui offrir une vie digne pour ces derniers mois. L'homme va payer 200 000 €. Tu restes marié 30 jours, c'est tout. Ensuite, chacun reprendra sa vie. » Marianne sentit ses jambes flancher. 200 000 €. C'était plus d'argent qu'elle ne pourrait en gagner en 10 ans à vendre des douceurs dans la rue. C'était suffisant pour payer tous les traitements de son père, pour acheter les médicaments dont il avait besoin, pour peut-être, qui sait, trouver un médecin privé qui pourrait faire quelque chose de plus pour lui. « Mais je ne comprends pas, » murmura-t-elle s'asseyant sur la chaise. « Pourquoi a-t-il besoin de se marier? Et pourquoi avec moi? Je ne connais personne d'important, je n'ai rien. » L'avocat ajusta ses lunettes. « Mon client a hérité d'une immense fortune de son grand-père, mais il y a une clause dans le testament qui exige qu'il soit marié avant d'avoir 35 ans, ou il perd tout. Il atteindra cet âge dans 2 semaines. Quant à savoir pourquoi vous, la réponse est simple. Vous n'avez aucun lien avec l'élite parisienne, vous n'avez aucun intérêt à apparaître dans les médias et d'après ce qui m'a été dit, vous êtes une personne discrète et honnête. Vous seriez parfaite pour cet arrangement. » Marianne regarda Valère, cherchant une explication, une issue. Mais l'oncle détourna le regard et elle comprit qu'il y avait quelque chose de plus derrière tout cela. Quelque chose qu'il ne disait pas. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle, la voix tremblante. « Il n'y a pas de temps pour réfléchir, » répliqua l'avocat, sans émotion. « Mon client a besoin d'une réponse d'ici demain matin. Si vous acceptez, le mariage civil sera célébré dans 3 jours. Vous recevrez la moitié de l'argent immédiatement et l'autre moitié à la fin des 30 jours. Tout est documenté, tout est légal. » Marianne se leva et se dirigea vers le canapé où son père dormait. Elle regarda cet homme qui l'avait élevé seul, qui avait travaillé comme maçon toute sa vie pour lui offrir un toit et de la nourriture sur la table, qui ne s'était jamais plaint, n'avait jamais abandonné. Maintenant, il était là, fragile, souffrant, mourant à petit feu, et elle avait le pouvoir d'apaiser cette douleur, de lui offrir confort, dignité. Mais épouser un inconnu, vivre 30 jours avec quelqu'un qu'elle ne connaissait même pas, cela semblait de la folie, quelque chose tiré d'un mauvais film. Et pourtant, en regardant son père, Marianne savait qu'elle n'avait pas le choix. Pas vraiment. Elle se tourna vers l'avocat, les yeux embués mais la voix ferme. « J'accepte. » Valère laissa échapper un soupir de soulagement et l'avocat acquiesça, tirant déjà d'autres papiers de sa mallette. Marianne signa là où il indiqua, parvenant à peine à lire les lettres brouillées par les larmes qui s'obstinaient à couler. Quand elle eut fini, l'avocat rangea tout et se leva. « Quelqu'un viendra vous chercher dans 3 jours à 10 heures du matin, » dit-il. « N'apportez que le nécessaire. Le reste sera fourni. » Et puis il partit, laissant Marianne seule avec Valère et le poids écrasant de la décision qu'elle venait de prendre. « Tu as fait ce qu'il fallait, » dit Valère, mais sa voix sonnait creux. Marianne ne répondit pas. Elle retourna près de son père et s'assit par terre, appuyant sa tête sur le canapé, écoutant sa faible respiration. Qu'avait-elle fait? Elle avait vendu 30 jours de sa vie pour sauver l'homme qu'elle aimait. Et aussi, effrayant que cela puisse être, elle ne le regrettait pas. Les 3 jours suivants passèrent dans un flou confus. Marianne ne parla pas du mariage à son père. Elle ne savait pas comment expliquer, et une partie d'elle craignait qu'il ne l'approuve pas, qu'il ne soit déçu. Elle dit simplement qu'elle avait trouvé un emploi temporaire très bien rémunéré et qu'elle devrait s'absenter un certain temps, mais qu'il serait bien soigné. Valère proposa de rester avec Niels pendant son absence, et bien que Marianne se méfiât des intentions de son oncle, elle n'avait pas d'autre option. Le matin du 3e jour, elle se réveilla le cœur battant. Elle prit une douche, enfila la seule robe qu'elle possédait, une simple robe bleue qu'elle portait au mariage de ses connaissances, et attacha ses cheveux en un chignon bas. Elle se regarda dans le miroir de la salle de bain et se reconnut à peine. Elle ressemblait à une enfant jouant à l'adulte.
À 10 heures précises, une Mercedes noire se gara devant l'immeuble. Marianne descendit avec un petit sac à dos où elle avait mis quelques vêtements, une brosse à dents et une photo encadrée de son père. Le chauffeur, un homme, grand à l'uniforme impeccable, lui ouvrit la porte sans dire un mot. Elle monta dans la voiture, sentant le cuir doux du siège, l'odeur de voiture neuve, et sut qu'elle entrait dans un monde complètement différent du sien. Le trajet jusqu'à la mairie fut silencieux. Marianne regardait par la fenêtre, voyant la ville défiler, mais son esprit était ailleurs. Comment serait-il? Vieux, cruel, indifférent? Elle essaya d'imaginer l'homme qu'elle était sur le point d'épouser, mais tout ce qu'elle parvenait à visualiser était une silhouette sans visage. Quand ils arrivèrent à la mairie, dans le quartier chic, de Neuilly-sur-Seine, Marianne descendit de la voiture et fut guidée vers une salle privée. Et c'est là, sous la lumière froide des néons, qu'elle le vit pour la première fois. Romain Lefebvre avait 34 ans, mais semblait plus vieux. Non pas par son apparence, mais par la façon dont il portait le poids du monde sur ses épaules. Il était grand, large d'épaules, avec des cheveux noirs coupés impeccablement et des yeux marrons profonds qui semblaient capables de voir à travers les gens. Il portait un costume gris qui coûtait certainement plus que ce que Marianne gagnerait en un an, à vendre des douceurs. Il se tenait debout à côté de l'avocat, les bras croisés, l'expression fermée. Quand Marianne entra, il la regarda de haut en bas, et elle sentit son visage rougir. Ce n'était pas un regard de désir, ni d'approbation. C'était un regard d'évaluation, comme s'il calculait s'il avait fait une bonne affaire. « Marianne, » dit l'avocat faisant un geste, « voici Romain Lefebvre, votre futur mari. » Romain ne tendit pas la main. Il acquiesça simplement brièvement, et Marianne fit de même, déglutissant la boule dans sa gorge. La cérémonie fut rapide, bureaucratique, sans émotion. Ils signèrent, les papiers, échangèrent de simples alliances que l'avocat sortit d'une petite boîte, et l'officier les déclara mari et femme. Il n'y eut ni baiser, ni accolade. Juste un silence gênant, tandis que l'avocat rangeait les documents. « C'est fait, » dit Romain d'une voix grave et contrôlée. « Allons-y. » Marianne le suivit jusqu'au parking, où un SUV noir les attendait. Ils montèrent dans la voiture, et le chauffeur partit en direction d'un endroit que Marianne ne connaissait que par des photos dans les magazines. Le quartier de Neuilly-sur-Seine, où se trouvaient les demeures des riches de Paris. Pendant le trajet, Romain ne dit pas un mot. Il regardait son téléphone portable tapant des messages complètement indifférents à sa présence. Marianne se mordit la lèvre, essayant de contrôler sa nervosité. Elle était mariée. Mariée à un inconnu. Et maintenant, elle se rendait chez lui, pour vivre 30 jours dans un mensonge. Quand la voiture franchit un haut portail en fer, Marianne sentit son estomac se nouer. La demeure était immense, avec des jardins parfaitement entretenus, une fontaine en pierre au milieu de l'allée circulaire et une façade imposante qui ressemblait plus à celle d'un hôtel de luxe qu'à une maison. Tout était trop grand, trop beau, trop irréel. La voiture s'arrêta devant l'entrée principale et Romain descendit sans l'attendre. Marianne s'empressa de le suivre, trébuchant presque sur ses propres pieds. Un homme d'âge moyen, vêtu comme un majordome, ouvrit la porte et fit une légère révérence. « Bienvenue, Madame Lefebvre, » dit-il, et Marianne mit une seconde à réaliser qu'il s'adressait à elle. Romain entra dans la maison sans regarder en arrière, et Marianne le suivit, les yeux écarquillés. Le hall d'entrée avait une hauteur sous plafond impressionnante, avec un lustre en cristal suspendu au plafond, des sols en marbre, blanc et un large escalier montant au premier étage. Tout était étincelant, tout était parfait, tout était complètement intimidant. « Lucie va vous montrer vos appartements, » dit Romain, sans la regarder. « Vous aurez la chambre à côté de la mienne. Le dîner sera servi à 20 heures. Habillez-vous de manière appropriée. » Et puis, il monta les escaliers et disparut, laissant Marianne seule avec une femme d'une 50aine d'années, vêtue d'un uniforme noir et blanc impeccable, qui la regardait avec une expression neutre. « Suivez-moi, madame, » dit Lucie, et elle commença à monter les escaliers. Marianne la suivit, le cœur toujours battant, l'esprit essayant de traiter tout ce qui se passait. Elle entra dans une chambre qui était plus grande que tout l'appartement où elle vivait avec son père. Il y avait un lit king size avec des draps blancs impeccables, un dressing immense, une fenêtre donnant sur les jardins et une salle de bain privée avec une baignoire en marbre. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit,
Il suffit d'appuyer sur la sonnette, dit Lucie, en désignant un bouton sur le mur. Le dîner sera à 20h, comme monsieur l'a dit. Merci, murmura Marianne. Mais Lucie était déjà partie, refermant la porte doucement derrière elle. Marianne resta là, seule, au milieu de cette chambre immense, et pour la première fois depuis qu'elle avait accepté l'accord, elle se permit de ressentir la peur qu'elle avait gardée en elle. Elle s'assit sur le bord du lit et cacha son visage dans ses mains. Qu'avait-elle fait? Elle s'était vendue. Elle avait accepté d'être achetée. Et maintenant, elle était prise au piège dans cet endroit étrange, avec un homme qui la regardait à peine, vivant un mensonge qui durerait 30 jours. Mais quand elle pensa à son père, aux factures payées, aux médicaments qu'il pourrait prendre, Marianne essuya ses larmes et respira profondément. Elle était forte, elle l'avait toujours été, et elle survivrait à cela aussi. Quand l'horloge sonna 20h, Marianne descendit pour le dîner. Elle avait troqué sa robe bleue contre un jean propre et un chemisier blanc, la seule autre tenue décente qu'elle avait apportée. Elle se sentit déplacée, petite, mais garda la tête haute. Romain était déjà assis au bout d'une table immense, avec de la place pour au moins 20 personnes. Il ne leva même pas les yeux quand elle entra. Marianne s'assit de l'autre côté, trop loin pour que toute conversation soit confortable. La nourriture fut servie en silence. C'était sophistiqué, avec des noms que Marianne ne savait pas prononcer, mais qui avaient bon goût. Elle mangea lentement, sentant le poids du silence écrasant entre eux. Ce n'est qu'après qu'ils eurent terminé que Romain parla enfin. « Vous dormirez dans votre chambre, moi dans la mienne. Je n'attends rien de vous si ce n'est que vous respectiez l'accord. Ne me cherchez pas, ne me dérangez pas, et dans 30 jours vous serez libre. » Marianne le fixa, surprise par la froideur de ses mots. « Je ne suis pas venue ici en attendant quoi que ce soit, » répondit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. « Je veux juste que ces 30 jours passent vite. » Romain la regarda pour la première fois depuis leur arrivée. Ses yeux parcoururent son visage comme s'il essayait de déchiffrer quelque chose, et puis il hocha la tête et se leva. « Très bien, bonne nuit alors. » Et une fois de plus, il la laissa seule. Marianne monta dans sa chambre, ferma la porte à clé et s'allongea sur l'immense lit, se sentant plus petite que jamais. Mais en regardant le haut plafond, elle se fit une promesse, elle survivrait à ces 30 jours, et quand tout serait fini, elle rentrerait chez elle et reconstruirait sa vie, d'une manière ou d'une autre. Les premiers jours au manoir furent une expérience déconcertante pour Marianne. Elle se levait tôt, comme elle l'avait toujours fait, mais sans rien à faire. Il n'y avait pas de café à préparer, de linge à laver, de factures à payer. Tout était fait par d'autres personnes, silencieuses et efficaces, qui apparaissaient et disparaissaient comme des fantômes dans les immenses couloirs. Elle se sentait inutile, un objet décoratif dans une maison qui n'avait pas besoin d'elle. Romain était absent. Il partait tôt le matin, avant même que Marianne ne se réveille, et rentrait tard le soir, s'enfermant dans son bureau ou dans sa propre chambre. Quand ils se croisaient dans les couloirs, il se contentait d'acquiescer de la tête, sans sourire, sans parler. C'était comme si elle était invisible, une présence tolérée, mais non désirée. Marianne essayait d'occuper son temps en explorant la maison. Elle découvrit une immense bibliothèque au premier étage, avec des étagères allant du sol au plafond, remplies de livres anciens et nouveaux. Elle passait des heures là à lire, essayant d'échapper à la solitude qui la consumait. Elle découvrit aussi un jardin à l'arrière de la maison, avec des roses, des jasmins et une petite serre où poussaient des orchidées rares. C'était le seul endroit où elle se sentait un peu en paix. C'est justement dans le jardin, un samedi matin, que Marianne rencontra Béatrice. Elle arrosait les roses quand elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna et se retrouva face à une femme qui semblait tout droit sortie d'un magazine de mode. Béatrice avait une 40aine d'années, des cheveux blonds parfaitement coiffés, des ongles impeccables, une robe blanche ajustée qui mettait en valeur son corps sculptural. Elle portait de grandes lunettes de soleil, même à l'ombre, et avait un sourire aux lèvres qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous devez être la nouvelle épouse de Romain », dit Béatrice d'une voix douce, mais avec une pointe de venin. « Quelle surprise! Je suis Béatrice Leclerc, une vieille amie de la famille. » Marianne lâcha l'arrosoir et essuya ses mains sur son pantalon. « Bonjour, je suis Marianne. » Béatrice fit quelques pas vers elle.
la regardant de haut en bas avec une attention qui mit Marianne mal à l'aise. « Romain n'a jamais mentionné qu'il fréquentait quelqu'un, » dit-elle, retirant ses lunettes de soleil et révélant des yeux bleus froids et calculateurs. « Et soudain, il apparaît marié. Avec vous. C'est intéressant. » Il y avait quelque chose dans sa façon de dire cela qui fit sentir à Marianne qu'elle était jugée et considérée comme inadéquate. Elle croisa les bras, essayant de se protéger de ce regard. « Tout est allé très vite, » répondit Marianne, ne sachant que dire d'autre. « J'imagine. »« Romain a toujours été impulsif, » dit Béatrice marchant entre les rosiers avec l'élégance de celle qui était habituée à être admirée. « Mais dites-moi, ma chère, d'où venez-vous? Quelle est votre famille? Je n'ai jamais entendu parler des... Quel est votre nom de famille, déjà? »« Silva, » répondit Marianne, sentant sa gorge se serrer. « Je viens de Saint-Denis. » Béatrice s'arrêta et la regarda, un sourcil arqué. « Saint-Denis. C'est exotique. Et que faisiez-vous avant d'épouser l'un des hommes les plus riches de Paris ?» Marianne sentit la colère monter à sa gorge. Elle savait exactement ce que Béatrice faisait, savait qu'elle était rabaissée, mais elle n'allait pas lui donner le plaisir de la voir se sentir petite. « Je m'occupais de mon père, » dit-elle, la voix ferme. « Et je vendais des douceurs pour survivre. Je n'en ai pas honte. » Le sourire de Béatrice devint encore plus acéré. « Bien sûr que non, ma chère. C'est même admirable. Mais vous comprenez, n'est-ce pas, que ce monde est bien différent du vôtre? J'espère que vous saurez vous comporter. » Avant que Marianne ne puisse répondre, la voix grave de Romain résonna dans le jardin. « Béatrice. » Les deux femmes se retournèrent. Romain se tenait à la porte qui donnait sur l'arrière de la maison, les mains dans les poches, l'expression fermée. Il portait un jean et une chemise blanche avec les manches retroussées, et Marianne réalisa pour la première fois à quel point il était beau quand il ne portait pas ce masque de froideur. « Rodrigue, mon cher, » dit Béatrice, s'approchant de lui avec un sourire radieux. « Je suis venu te voir, et j'ai trouvé ta charmante épouse. Tu ne m'avais pas dit que tu t'étais marié. »« Je n'ai pas jugé cela nécessaire, » répondit-il, la voix neutre. « Que veux-tu » Béatrice afficha une expression de fausse affliction. « Quelle impolitesse! Je suis juste venu t'apporter une invitation pour le gala de la Fondation, la semaine prochaine. Tu y vas toujours. J'ai pensé que tu aimerais emmener ta femme. » Rodrigue jeta un coup d'œil rapide à Marianne, qui se tenait toujours près des rosiers, puis reporta son attention sur Béatrice. « Merci pour l'invitation, mais nous allons passer notre tour. » Béatrice cligna des yeux, surprise. « Passez votre tour? Rodrigue, tu n'as jamais manqué cette fête. C'est l'un des événements les plus importants de l'année. »« Eh bien, cette année, je la manquerai, » dit-il, ouvrant la porte pour qu'elle sorte. « Passe une bonne journée, Béatrice. » La femme regarda de Rodrigue à Marianne, ses yeux brillants d'une lueur qui ressemblait à de la colère, mais elle la dissimula rapidement avec un sourire. « Bien sûr. À bientôt alors, » dit-elle, et elle sortit de la maison, ses talons claquant fortement sur le sol de marbre. Quand elle fut partie, le silence tomba comme un lourd rideau. Rodrigue resta là immobile, regardant le jardin, et Marianne ne savait que dire. Elle reprit l'arrosoir, faisant semblant d'être occupée. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » dit-elle, rompant le silence. « Je peux me défendre toute seule. » Rodrigue la regarda, et pour la première fois, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas exactement de la gentillesse, mais ce n'était pas non plus la froideur habituelle. « Béatrice est venimeuse, » dit-il, « et tu ne connais pas les gens d'ici. Ils peuvent être cruels. » Marianne haussa les épaules. « J'ai affronté des gens cruels toute ma vie. Elle ne me fait pas peur. » Rodrigue fit quelques pas vers elle et Marianne sentit son cœur s'accélérer. Il s'arrêta à quelques mètres de distance, l'observant attentivement. « Tu aimes le jardinage ?» La question la prit par surprise. « Oui, j'aime. Ma grand-mère avait un petit jardin où elle plantait des herbes aromatiques. Je passais des heures là-bas avec elle quand j'étais enfant. Tu peux t'en occuper si tu veux, » dit-il, presque comme s'il offrait un cadeau. « Fais-en ce que tu veux. » Marianne le regarda, essayant de comprendre cet homme complexe devant elle. Il était fermé, froid, mais il y avait de petits moments comme celui-ci où elle voyait une brèche, un éclair de quelque chose d'humain sous l'armure. « Merci, » dit-elle, et il hocha la tête avant de retourner à l'intérieur de la maison.
À partir de ce jour-là, quelque chose changea. Rodrigue était toujours distant, passant la majeure partie de son temps enfermé dans son bureau ou hors de la maison. Mais il y avait de petits gestes que Marianne commença à remarquer. Parfois, quand elle se réveillait, il y avait un café frais dans la cuisine et une tasse propre à côté, comme si quelqu'un l'avait laissée là spécialement pour elle. D'autres fois, elle trouvait un nouveau livre dans la bibliothèque, toujours sur le jardinage ou la botanique, des sujets qu'elle avait mentionnés aimés. Marianne commença aussi à laisser sa marque dans la maison. Elle se mit à s'occuper du jardin avec dévouement, replantant des fleurs, taillant des arbustes, créant de petits parterres d'herbes aromatiques. Les matins étaient à elle, et elle passait des heures là, les mains pleines de terre, se sentant utile pour la première fois depuis son arrivée. Mais le plus grand changement survint une nuit de pluie, 2 semaines après le mariage. Marianne se réveilla au milieu de la nuit, au bruit d'un fort coup de tonnerre. Elle avait toujours eu peur des orages depuis l'enfance, mais ne l'avait jamais admis à personne. Elle resta allongée, le cœur battant, essayant de se calmer. C'est alors qu'elle entendit un bruit provenant de la chambre d'à côté. Un cri étouffé, puis le silence. Elle se leva du lit, hésitante. Rodrigue avait clairement indiqué qu'il ne voulait pas être dérangé, mais ce son l'inquiétait. Elle sortit de sa chambre et frappa légèrement à sa porte. « Rodrigue, tout va bien ?» Silence. Puis, sa voix, rauque et tendue. « Entre. » Marianne ouvrit la porte lentement. Sa chambre était immense, avec des meubles sombres et un lit king-size au centre. Rodrigue était assis au bord du lit, la tête entre les mains, le corps tendu. Il ne portait qu'un pantalon de pyjama. Et Marianne put voir son dos large, ses muscles marqués, mais aussi la tension qui émanait de chaque fibre de son être. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle, entrant dans la chambre. Il leva la tête et la regarda, et Marianne vit quelque chose dans ses yeux qui la choqua. Vulnérabilité, douleur. « Juste un cauchemar, dit-il, passant ses mains sur son visage. « Désolé si je t'ai réveillé. » Marianne s'approcha lentement et s'assit au bord du lit, gardant une distance respectueuse. « Tu ne m'as pas réveillé. C'était le tonnerre. » Rodrigue la regarda de côté. « Tu as peur des orages. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. » Marianne fut surprise. « Comment tu sais ?»« Tu te recroquevilles chaque fois qu'il y a un coup de tonnerre. Je l'ai remarqué. » Marianne ne savait que dire. Il l'avait remarqué. Cet homme qui semblait ne pas faire attention, à elle qui l'ignorait la plupart du temps, avait perçu quelque chose d'aussi petit, d'aussi personnel. « Ce sont juste de mauvais souvenirs, » dit-elle doucement. « Quand j'étais enfant, ma mère est morte une nuit d'orage. La voiture a dérapé sur la chaussée mouillée. Depuis, je suis nerveuse quand il pleut fort. » Rodrigue resta silencieux un long moment. Puis, soudain, il dit « Ma mère est morte aussi quand j'étais enfant. Pas dans un orage. Elle s'est suicidée. » Marianne retint sa respiration. Elle le regarda et vit la douleur crue sur son visage, la blessure qui ne s'était jamais refermée. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Mon père m'a blâmé, » continua Rodrigue, la voix basse et rauque. « Il a dit que je l'avais rendue triste, que je n'étais pas le fils qu'elle méritait. Après cela, il est devenu un homme amer, froid. Il m'a élevé pour être comme lui, pour ne pas ressentir, pour ne faire confiance à personne, pour ne croire qu'au pouvoir et à l'argent. » Marianne sentit son cœur se serrer. Elle tendit la main lentement et toucha son épaule, un contact léger, hésitant. Rodrigue se tourna vers elle, surpris, et leurs yeux se rencontrèrent. « Tu n'es pas comme ton père, » dit-elle, la voix ferme. « Je le vois, tu as juste peur. » Rodrigue la fixa un long moment, et quelque chose changea dans l'air entre eux, une connexion qui n'existait pas auparavant. Il leva la main et toucha son visage, ses doigts effleurant sa peau avec une délicatesse que Marianne n'attendait pas. « Tu es très jeune, » murmura-t-il. « Et moi, je suis brisé. »« Tout le monde est brisé d'une certaine manière, » répondit Marianne, sentant son cœur s'emballer au contact de sa main. « Mais on peut choisir comment recoller les morceaux. » Rodrigue ferma les yeux, comme s'il luttait contre quelque chose en lui. Puis, il relâcha son visage et s'éloigna. « Tu devrais retourner dans ta chambre, » dit-il, sa voix redevenant froide. « Il est tard. » Marianne sentit la déception mais acquiesça. Elle se leva et alla jusqu'à la porte, mais avant de sortir, elle se tourna vers lui. « Si tu as besoin de parler à nouveau,
Je suis là. Rodrigue ne répondit pas, mais quand elle ferma la porte, elle fut certaine d'avoir vu un éclair de gratitude dans ses yeux. À partir de cette nuit-là, quelque chose changea définitivement entre eux. Rodrigue commença à dîner plus souvent à la maison, et bien que les repas fussent encore silencieux la plupart du temps, il y avait des moments où il posait des questions. Sur son enfance, sur son père, sur les rêves qu'elle avait avant que tout cela n'arrive. Marianne répondait avec honnêteté, et petit à petit, il commença aussi à s'ouvrir. Elle découvrit que Rodrigue avait 34 ans et qu'il avait repris les affaires familiales à 22 ans, à la mort de son père, qu'il travaillait dans les investissements et la technologie, qu'il avait des entreprises réparties dans toute la France, qu'il ne s'était jamais marié auparavant parce qu'il ne faisait confiance à personne, parce qu'il croyait que toutes les personnes ne s'approchèrent de lui que par intérêt. « Et tu penses que je suis différente ?» demanda Marianne lors d'une de ces conversations, alors qu'ils dînaient un soir. Rodrigue la regarda, pensif. « Tu es là par intérêt, oui. Pour l'argent. Mais au moins tu es honnête à ce sujet. Tu ne fais pas semblant d'être autre chose. » Marianne sentit une pointe de culpabilité mais l'avala. Elle était là pour l'argent, oui, pour son père. Mais petit à petit, elle commençait à réaliser qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre, même à elle-même. Ce fut un jeudi matin, 3 semaines après le mariage, que le monde de Marianne s'effondra. Elle était dans le jardin quand Lucie apparut apportant une grande enveloppe. La femme de chambre avait une expression étrange sur le visage, quelque chose entre la pitié et le malaise. « Ceci est arrivé pour vous, madame, dit-elle, lui tendant l'enveloppe. Marianne le prit, fronçant les sourcils. Elle n'attendait pas de courrier. Elle ouvrit l'enveloppe et trouva plusieurs feuilles imprimées, des documents médicaux, des rapports, des examens. En haut de l'un d'eux, il y avait le nom de son père, Nelson Silva. Elle commença à lire, et à chaque ligne, elle sentait le sol s'ouvrir sous ses pieds. Les examens étaient faux, tous. Les dates avaient été modifiées numériquement, les signatures étaient falsifiées. Il y avait même un message imprimé, anonyme, mais clair. « Votre père n'a jamais été malade. Vous avez été trompé. » Marianne laissa tomber les papiers par terre, les mains tremblantes. Non, ce n'était pas possible. Son père était en train de mourir. Elle l'avait vu de ses propres yeux. Il était faible, maigre, souffrant. Mais alors elle se souvint. Elle se souvint comment son oncle Valère était apparu de nulle part avec l'avocat. Elle se souvint comment son père n'avait jamais voulu aller à l'hôpital public, préférant toujours rester à la maison. Elle se souvint des médicaments qu'il prenait, que Valère achetait et lui apportait. La vérité lui tomba dessus comme une tonne de briques. Son père n'était pas malade, il avait tout mis en scène, ou pire, Valère l'avait drogué, manipulé, pour qu'elle accepte l'accord. Et le père l'avait permis, il avait accepté de vendre sa fille. Marianne sentit ses jambes fléchir. Elle tomba à genoux dans le jardin, parmi les roses qu'elle avait plantées, et laissa les larmes venir, chaudes et furieuses. Tout était mensonge, tout. Elle s'était mariée avec un étranger, avait vendu 30 jours de sa vie, de sa dignité, pour un père qui n'avait jamais été malade. Qui l'avait trahi? C'est ainsi que Rodrigue la trouva quelques minutes plus tard. Il était rentré du travail plus tôt, ce qui était rare, et la vit là, agenouillée dans le jardin, sanglotant. Il courut jusqu'à elle, s'agenouillant à ses côtés. « Marianne, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle ne put répondre. Elle se contenta de pointer les papiers éparpillés sur le sol. Rodrigue les ramassa et les lut, son visage devenant de plus en plus fermé. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Tu savais ?» demanda Marianne, la voix rauque. « Tu savais que mon père n'était pas malade ?» Rodrigue la regarda, et Marianne vit la réponse dans ses yeux avant même qu'il ne parle. « Je l'ai découvert il y a quelques jours, » admit-il, la voix basse. « J'ai fait enquêter sur ta famille pour mieux comprendre la situation. Quand j'ai vu les vrais examens, je n'ai pas su comment te le dire. Je ne voulais pas te blesser. » Marianne se leva, titubant, la colère prenant le dessus. « Tu ne voulais pas me blesser. Tu m'as menti. Tu savais que je vivais un mensonge et tu ne me l'as pas dit. »« Je sais, » dit Rodrigue, se levant aussi, essayant de s'approcher. « Je sais que j'ai commis une erreur, mais je voulais juste te protéger. »« Protéger ?» Marianne rit, un son amer. « Tu es comme eux tous, menteurs, manipulateurs, je t'ai fait confiance. »« Marianne, s'il te plaît. »« Non,
cria-t-elle, le repoussant quand il tenta de toucher son bras. « Ne me touche pas. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi, avec cette maison, avec cette vie de mensonge. Je m'en vais. » Et avant qu'il ne puisse l'arrêter, Marianne courut à l'intérieur de la maison, monta les escaliers et s'enferma dans sa chambre. Elle jeta ses quelques vêtements dans son sac à dos, prit la photo de son père et la déchira, jetant les morceaux à la poubelle. Elle ne voulait plus rien qui lui rappelle cet homme, cette trahison. Quand elle descendit, Rodrigue était dans le salon, debout, les yeux rouges. « S'il te plaît, ne pars pas, » dit-il, la voix brisée. « On peut en parler, je peux expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer, » dit Marianne, passant droit devant lui. L'accord était de 30 jours. Il en reste encore 7. Mais je m'en fiche maintenant. Tu peux garder tout l'argent, tu peux garder ton héritage, tu peux garder tout. Je veux juste disparaître. D'ici, Marianne. Mais elle était déjà à la porte, sortant dans le monde extérieur, laissant derrière elle le manoir, le jardin, et l'homme qui, sans qu'elle s'en aperçoive, avait commencé à occuper un espace dans son cœur qu'elle n'était pas prête à admettre. Marianne ne se souvenait pas vraiment comment elle était rentrée au Faubourg Saint-Jean. Le voyage en bus fut un flou de larmes et de colère, les gens autour la regardant avec curiosité, mais elle s'en fichait. Quand elle descendit finalement sur la place connue du quartier, le soleil se couchait déjà, teintant le ciel d'orange et de violet. Elle monta les escaliers de l'immeuble où elle habitait, chaque marche pesant comme du plomb. Quand elle ouvrit la porte de l'appartement, elle trouva son père assis à la table de la cuisine, buvant de la bière et regardant la télévision. Il allait bien, pas maigre, pas jaunâtre, pas malade, juste un homme ordinaire buvant sa bière comme si rien ne s'était passé. Nelson se tourna quand il entendit la porte, et ses yeux s'écarquillèrent en voyant Marianne là, le sac à dos sur le dos, le visage marqué par les larmes. « Marianne, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu allais rester plus longtemps dehors. » La colère que Marianne avait retenue pendant tout le voyage explosa comme un volcan. « Plus longtemps ?» cria-t-elle, jetant son sac à dos par terre. « Tu te moques de moi? Tu n'as jamais été malade. Tout était un mensonge. Tu m'as vendu, père. Tu as vendu ta propre fille. » Le visage de Nelson pâlit. Il se leva lentement, les mains tremblantes. « Marianne, laisse-moi expliquer. » « Expliquer quoi ?» Elle s'avança vers lui, les mains serrées. « Que tu as simulé une maladie terminale? Que tu m'as fait croire que tu mourrais pour que j'accepte d'épouser un étranger? Que tu m'as utilisé comme monnaie d'échange? » « Ce n'était pas comme ça, » tenta de dire Nelson, la voix brisée. « C'était Valère. Il m'a convaincu, il a dit que c'était notre chance de sortir de cette misère, d'avoir de l'argent. »« L'argent !» Marianne rit, un son amer et dur. « Il s'agissait toujours d'argent. Tu ne t'es pas soucié de ce que j'allais ressentir, de ce qui allait m'arriver. Tu n'as pensé qu'à toi. »« J'ai pensé à nous, » cria Nelson en retour désespéré. « À cette vie misérable, à cet appartement qui tombe en ruine, aux factures que nous n'avons jamais pu payer. Je voulais te donner une vie meilleure. En mentant, en trahissant. » Marianne tremblait, la voix rauque. « J'aurais fait n'importe quoi pour toi, père. J'aurais travaillé 3 emplois. J'aurais vendu tout ce que j'ai, mais toujours avec honnêteté. Mais toi, tu m'as enlevé ce choix. Tu m'as trompé de la pire des manières. » Nelson fit un pas vers elle, les yeux embués de larmes. « Marianne, s'il te plaît, je suis désolé, je... » « Ne me touche pas, » dit-elle, reculant. « Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Tu peux garder ton argent sale, ta conscience pourrie. Je m'en vais. »« Où vas-tu » demanda Nelson désespéré. « N'importe où, loin de toi. » Et Marianne prit son sac à dos et sortit, claquant la porte si fort que le bruit résonna dans tout le couloir. Elle descendit les escaliers en courant, les larmes recommençant à couler, et ne s'arrêta que lorsqu'elle fut dans la rue à bout de souffle sans but. C'est alors qu'elle réalisa qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle n'avait pas d'argent, pas d'amis assez proches pour demander un abri. Elle n'avait rien. C'était une jeune fille de 19 ans, seule au monde, sans foyer, sans famille. Elle marcha dans les rues du quartier jusqu'à trouver une petite place qu'elle connaissait depuis l'enfance. Elle s'assit sur un banc et resta là, serrant son sac à dos, tremblant de froid et d'émotion. Les lumières de la ville commencèrent à s'allumer une à une, et Marianne se sentit plus petite que jamais. C'est là que Madame Cécile la trouva. Madame Cécile était une dame de 60 ans, qui vivait dans le même immeuble que Marianne et son père.
Elle était connue pour aider tout le monde dans le quartier, toujours avec un mot gentil et un plat de nourriture pour ceux qui en avaient besoin. Quand elle vit Marianne assise sur le banc, toute recroquevillée, elle s'approcha lentement. « Marianne, ma petite, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure ?» Marianne leva le visage, et Madame Cécile vit les larmes, la douleur imprimée dans les yeux de la jeune fille. Sans poser plus de questions, elle s'assit à côté d'elle et la serra dans ses bras. « Viens, ma fille, viens avec moi. Tu vas rester chez moi aujourd'hui. » Et Marianne, sans force pour résister, se laissa guider par la femme jusqu'à l'appartement exigu mais douillet. Madame Cécile prépara un thé chaud, lui donna une couverture et resta simplement là, en silence, offrant la présence réconfortante dont Marianne avait tant besoin. Cette nuit-là, Marianne raconta tout. Sur le mariage, sur le mensonge, sur Rodrigue, sur la colère et la douleur qu'elle ressentait. Madame Cécile écouta tout sans juger, se contentant de hocher la tête de temps en temps, tenant la main de la jeune fille. « Ton père a fait une erreur, oui, » dit-elle quand Marianne eut fini. « Une grave erreur. Mais tu sais, ma fille, parfois les gens font des choses terribles par désespoir, par peur. Cela ne justifie pas, mais cela explique. Quant à cet homme, ce Rodrigue, il a aussi commis une erreur en te cachant la vérité. Mais à la façon dont tu parles de lui, je vois qu'il y avait quelque chose là, quelque chose de réel. » « Il n'y avait rien, » dit Marianne, essuyant ses larmes. Tout était mensonge. « Vraiment ?» Madame Cécile la regarda avec ses yeux sages de quelqu'un qui a beaucoup vécu. « Parce que d'après ce que tu as raconté, il t'a respecté, t'a donné de l'espace, a commencé à s'ouvrir à toi. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui ne fait que respecter un contrat. » Marianne ne répondit pas, mais les mots résonnaient dans sa tête. Elle dormit sur le canapé de Madame Cécile cette nuit-là, et pour la première fois depuis des jours, elle eut un sommeil sans cauchemar. Quand elle se réveilla le lendemain matin, elle trouva la femme préparant du café et de la tapioca dans la cuisine. « Bonjour, ma fille. Tu dois manger quelque chose et réfléchir à ce que tu vas faire maintenant. » Marianne s'assit à table, encore étourdie par le sommeil et l'émotion. « Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas d'argent. J'ai simplement tout abandonné. » Madame Cécile servit le café et s'assit en face d'elle. « Alors, il est temps de recommencer. Et tu sais par où tu devrais commencer ? À la bibliothèque communautaire. Madame Marthe a besoin d'aide là-bas. Ça ne paie pas beaucoup, mais c'est un début. » Marianne la regarda, surprise. « La bibliothèque ? Tu as toujours aimé lire, n'est-ce pas ? Je t'ai vu à la bibliothèque quand tu étais plus jeune. Ça pourrait être un bon endroit pour te retrouver. » Et c'est ainsi que 2 jours plus tard, Marianne commença à travailler à la petite bibliothèque communautaire du Faubourg Saint-Jean. C'était un espace simple, avec de vieilles étagères en bois, des livres donnés, quelques tables et chaises. Mais il y avait de la vie là, des enfants qui venaient après l'école, des adolescents étudiants pour le baccalauréat, des adultes cherchant des livres de recettes ou des romans. Marianne commença par organiser les étagères, cataloguer les livres, aider les gens à trouver ce qu'ils cherchaient. Et petit à petit, elle tomba amoureuse de cet endroit. Il y avait quelque chose de curatif à être entouré d'histoires, de possibilités, de mondes différents du sien. Madame Marthe, la responsable de la bibliothèque, était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris attachés en chignon, des lunettes de lecture toujours accrochées à son cou. Elle avait une manière douce mais ferme, et elle comprit rapidement que Marianne portait un fardeau. Un après-midi, quand la bibliothèque fut vide, elle appela Marianne pour prendre un café. « Tu fuis quelque chose, » dit Madame Marthe sans détour. « Tu n'as pas besoin de me dire quoi, mais je veux que tu saches qu'ici est un endroit sûr. Tu peux recommencer ici. » Marianne sentit ses yeux picoter, mais ravala ses larmes. « Merci, » murmura-t-elle. 2 semaines s'écoulèrent. 2 semaines durant lesquelles Marianne se plongea dans le travail, auprès des enfants qui venaient lui demander des recommandations de livres, et dans les projets de lecture que Madame Marthe organisait. Elle emménagea dans une petite chambre à l'arrière de la bibliothèque qui était vide et que Madame Marthe lui avait offerte. C'était petit. Il n'y avait de place que pour un lit simple et une armoire, mais c'était à elle. Pour la première fois de sa vie, elle avait un espace qui n'appartenait qu'à elle. Elle ne retourna pas à l'appartement de son père, ne répondit pas à ses appels,
ne répondit pas à ses messages, elle coupa complètement contact, et bien que cela fît mal, elle savait qu'elle avait besoin de cette distance pour pouvoir respirer à nouveau. Mais, la nuit, lorsqu'elle était seule dans cette petite chambre, Marianne pensait à Rodrigue. Elle pensait à la façon dont il la regardait quand il croyait qu'elle ne le voyait pas. Elle pensait aux conversations qu'ils avaient eues, à la vulnérabilité qu'il avait montrée cette nuit de tempête. Et elle se demandait si Madame Cécile avait raison, s'il y avait quelque chose de réel là. Mais ensuite, elle se rappelait qu'il avait menti, il lui avait caché la vérité, et la colère revenait, mêlée à une nostalgie confuse qu'elle ne voulait pas admettre. Ce fut par un après-midi pluvieux, 3 semaines, après qu'elle eut quitté le manoir, qu'il apparut. Marianne était en train d'organiser la section jeunesse lorsqu'elle entendit la porte de la bibliothèque s'ouvrir. Elle se retourna et sentit son cœur s'arrêter. Rodrigue était là, immobile à l'entrée, trempé par la pluie, les cheveux collés au front, son costume froissé. Il ne ressemblait pas à l'homme puissant et contrôlé qu'elle avait connu, il semblait juste perdu. Leurs regards se croisèrent dans le hall vide, et pendant un instant, aucun des deux ne bougea. Alors Rodrigue fit un pas en avant, et Marianne recula instinctivement. « Marianne, dit-il. » La voix. « Rauque, s'il te plaît, accorde-moi 1 minute, juste 1 minute. »« Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix ferme. « J'avais besoin de te voir. J'avais besoin de te demander sincèrement pardon. »« Tu as déjà demandé pardon, » dit-elle en croisant les bras. « Et je t'ai déjà dit que je ne voulais plus rien avoir avec toi. »« Je sais, » dit-il, et Marianne vit le désespoir dans ses yeux. « Je sais que j'ai tout gâché. J'aurais dû te parler des examens dès que je l'ai découvert. Je ne voulais pas te blesser, mais j'ai fini par faire exactement cela. »« Tu m'as menti, » dit Marianne, sentant sa voix trembler. « Tu savais que toute ma vie était un mensonge, et tu ne me l'as pas dit. Comment peux-tu espérer que je te fasse confiance après ça ?» Rodrigue passa ses mains sur son visage mouillé, et Marianne réalisa qu'il tremblait. « Je n'espère pas. Je n'espère pas que tu me fasses confiance, ni que tu me pardonnes. Je voulais juste que tu saches que ces jours passés avec toi ont été les seuls où je me suis vraiment senti vivant. Tu es entré dans ma vie dans le cadre d'un contrat, mais tu es devenu bien plus que ça. Et je n'ai pas le droit de ressentir ce que je ressens, mais je ne peux pas m'arrêter. » Marianne sentit sa poitrine se serrer. Elle voulait être en colère, elle voulait le renvoyer, mais ces mots touchèrent quelque chose de profond en elle. « Et qu'est-ce que tu ressens ?» demanda-t-elle, la voix sortant presque comme un murmure. Rodrigue fit quelques pas de plus vers elle, s'arrêtant à une distance sûre, comme s'il avait peur de l'effrayer. « Je suis tombé amoureux de toi, » dit-il, les mots sortant bruts et honnêtes. « Je ne voulais pas. J'ai lutté contre ça tous les jours. Mais tu es entré dans ma maison, dans mon jardin, dans ma vie, et soudain tout a eu un sens. Pour la première fois, j'ai compris ce que signifie vouloir être proche de quelqu'un, non par obligation, non par intérêt, mais juste parce que sa présence rend tout moins lourd. » Marianne sentit les larmes monter, mais ne les laissa pas couler. « Cela ne change pas ce que tu as fait, » dit-elle, la voix ferme mais tremblante. « Je sais, » dit Rodrigue, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle vit des larmes dans ses yeux. « Je sais que ça ne change rien, et je ne suis pas venu ici en espérant que tu reviennes, ou que tu me pardonnes. Je suis juste venu te dire que tu avais raison. J'avais peur de ressentir, de faire confiance, d'être blessé, et en cherchant à me protéger, je t'ai blessé. La personne qui le méritait le moins. » Le silence tomba entre eux, lourd et chargé d'émotions. Marianne voulait courir vers lui, voulait l'embrasser, mais sa fierté, sa douleur, la retenaient sur place. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement. « J'ai besoin de digérer tout ça, de découvrir qui je suis en dehors de ce contrat, loin de toi, loin de mon père. J'ai besoin de me trouver. » Rodrigue hocha la tête, essuyant rapidement ses yeux. « Je comprends, et j'attendrai. Peu importe le temps que cela prendra. Mais avant de partir, je voulais te donner quelque chose. » Il sortit de la poche intérieure de son veston une enveloppe et la lui tendit. Marianne la prit, hésitante, et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait un document et une carte bancaire. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en fronçant les sourcils. « L'argent de l'accord. Tout. 200 000 €. C'est sur ton compte.
Tu n'as pas besoin de revenir, tu n'as pas besoin de respecter les 30 jours. Tu peux faire ce que tu veux avec cet argent. Recommencer, étudier, voyager, ce que tu décideras. » Marianne regarda la carte, puis lui. « Pourquoi fais-tu ça ?»« Parce que tu le mérites, » dit-il simplement. « Tu es entré dans cet accord, de bonne foi par amour pour ton père. Ce n'est pas de ta faute s'il t'a trompé, et je ne veux pas que tu restes lié à moi par obligation ou par argent. Je veux que, si un jour tu décides de me donner une chance, ce soit parce que tu le veux vraiment, non parce que tu me dois quelque chose. » Marianne sentit son cœur se briser. Cet homme devant elle, mouillé et vulnérable, était si différent de l'homme froid qu'elle avait connu des semaines auparavant, et cela rendait tout plus difficile, plus confus. « Je ne sais pas. »« Quoi dire ?» murmura-t-elle. « Tu n'as rien à dire, » dit Rodrigue, faisant un pas en arrière. « Juste, prends soin de toi, d'accord? Et si un jour tu veux me voir, tu sais où te trouver. » Et puis, il se retourna et sortit par la porte, laissant Marianne seule au milieu de la bibliothèque, tenant l'enveloppe de ses mains tremblantes, le cœur déchiré entre la colère et quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à appeler amour. Les jours qui suivirent la visite de Rodrigue furent étranges pour Marianne. Elle portait la carte bancaire dans sa poche, comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. 200 000 €. C'était plus d'argent qu'elle n'avait jamais imaginé avoir dans sa vie, mais en même temps, cela semblait sale, taché par tous les mensonges qui l'entouraient. Elle passa une semaine entière sans toucher au compte. Elle continua à travailler à la bibliothèque, à dormir dans la petite chambre, à vivre avec le salaire minimum que Madame Marthe lui versait. Mais la nuit, seule, elle prenait la carte et la regardait, pensant à toutes les possibilités que cet argent représentait. Elle pourrait étudier, faire des études universitaires. Elle pourrait louer un appartement décent. Elle pourrait enfin avoir des choix, mais utiliser cet argent signifierait accepter tout ce qui s'était passé. Cela signifierait transformer sa douleur en transaction financière, et elle ne savait pas si elle était prête pour cela. Ce fut Madame Marthe qui, une fois de plus, apporta de la clarté à la situation. Elle cataloguait de nouveaux livres qui avaient été donnés lorsque la femme s'arrêta et regarda Marianne avec cette expression sérieuse qu'elle utilisait quand elle allait dire quelque chose d'important. « Ma petite, tu fuis encore. » Marianne leva la tête, surprise. « Comment ça? Cet argent que tu as gagné, tu as peur de l'utiliser parce que tu penses que cela te rend égal aux personnes qui t'ont blessé. Mais ce n'est pas le cas. Tu as travaillé pour lui, tu as souffert pour lui, tu le mérites. Ne laisse pas l'orgueil t'empêcher d'avoir la vie que tu as toujours voulu. » Marianne sentit ses yeux picoter. « Mais cela me semble faux. J'ai l'impression d'accepter tout ce qui s'est passé. »« Accepter n'est pas consentir, » dit Madame Marthe, retournant à ses livres. « C'est reconnaître que quelque chose s'est passé et décider quoi faire des conséquences. Tu peux rester prisonnière du passé, ou tu peux utiliser ce que tu as vécu pour construire quelque chose de nouveau. Le choix t'appartient. » Cette nuit-là, Marianne prit une décision. Elle se rendit à un distributeur automatique, inséra la carte et vérifia le solde. Les 200 000 € étaient là, réels et tangibles. Elle retira une petite somme et retourna à la bibliothèque le cœur plus léger. Le lendemain, elle s'inscrivit à un cours préparatoire pour le baccalauréat. Elle avait toujours rêvé de faire des études de lettres, mais n'en avait jamais eu les moyens. Maintenant, elle les avait. Elle utilisa également une partie de l'argent pour louer un petit appartement d'une pièce, simple mais le sien, et acheta quelques meubles de base. Pour la première fois de sa vie, elle construisait quelque chose qui était entièrement à elle. Les semaines passèrent, et Marianne se plongea dans sa nouvelle routine. Le matin, elle travaillait à la bibliothèque. L'après-midi, elle étudiait pour le bac. Le soir, elle lisait les livres qu'elle avait toujours voulu lire, mais n'avait jamais eu le temps. Elle se redécouvrait, trouvant des morceaux d'elle-même qu'elle avait oubliés ou n'avait jamais connus. Mais malgré toute son occupation, Rodrigue ne quittait jamais complètement son esprit. Elle pensait à lui aux moments les plus inattendus, quand elle voyait un couple de personnes âgées se promener main dans la main sur la place, quand elle entendait une musique à la radio qui passait chez lui, quand il pleuvait fort et qu'elle se souvenait de cette nuit où il lui avait ouvert son cœur. Elle n'appela jamais, n'envoya jamais de message, et il respecta ce qu'elle avait demandé, n'apparut plus, ne tenta aucun contact. Mais cette absence faisait mal d'une manière que Marianne n'attendait pas. Elle
réalisa avec une clarté douloureuse qu'il lui manquait. Sa voix grave, son regard intense, les silences partagés, les conversations qu'ils avaient commencé à avoir. Ce fut Madame Cécile qui, un soir, lors d'un simple dîner dans l'appartement de la voisine, aborda le sujet. « Tu es différente, ma fille. Plus forte, plus sûre, mais aussi plus triste. » Marianne remua la nourriture dans son assiette, sans appétit. « Je ne suis pas triste. Je vais bien. »« Tu mens, » dit Madame Cécile sans détour. « Il te manque, n'est-ce pas ?» Marianne leva les yeux, surprise. « De qui? De cet homme. Rodrigue. Il te manque. » Marianne lâcha sa fourchette et s'appuya contre le dossier de la chaise, soupirant. « Je ne sais pas ce que je ressens. Parfois je suis tellement en colère contre lui pour avoir menti. Mais d'autres fois, je me souviens de la façon dont il me regardait, de la façon dont il a été gentil avec moi, de la façon dont il s'est ouvert à moi, d'une manière qu'il n'avait probablement jamais faite avec personne. Et là, je suis confuse. » « Confuse pourquoi? Parce que tu es en train de tomber amoureuse de lui ?» Les mots tombèrent comme une bombe. Marianne resta silencieuse, le cœur battant la chamade. Était-elle en train de tomber amoureuse de lui? Était-ce ça? « Je le connais à peine, » dit-elle finalement, la voix basse. « Parfois on connaît les gens dans les moments les plus importants, pas les plus longs, » dit Madame Cécile, tenant sa main sur la table. « Ce que tu as vécu avec lui, ce furent des jours intenses, pleins d'émotions, de vérité. Cela crée des liens, qu'on le veuille ou non. Mais le mensonge et la trahison, il a fait une erreur, oui. Mais il a aussi reconnu son erreur, s'est excusé, t'a donné la liberté de choisir. Tous les hommes ne font pas ça, Marianne. La plupart essaieraient de contrôler, de manipuler. Il t'a laissé partir. » Marianne sentit les larmes lui brûler les yeux. « Et si j'étais prête à essayer de nouveau, et qu'il ne veuille plus ?» Madame Cécile sourit. « D'après ce que tu m'as raconté, cet homme a traversé tout Paris sous la pluie pour te demander pardon. Oui, il veut. La question est, tu veux et... » Marianne ne répondit pas cette nuit-là. Mais la question continua de résonner dans sa tête les jours suivants. Voulait-elle donner une seconde chance à l'homme qui l'avait blessée, mais qui lui avait aussi montré un monde différent, une façon différente d'être vue et respectée? La réponse vint de manière inattendue. C'était un vendredi pluvieux, et Marianne fermait la bibliothèque lorsque son portable sonna. C'était un numéro inconnu. Elle répondit, hésitante. « Allô? Marianne ?» La voix était féminine, polie, mais froide. « Mon nom est Claire. Je suis l'assistante de Monsieur Rodrigue Almeida. Il est à l'hôpital. Il y a eu un accident de voiture. » Le monde de Marianne s'arrêta. Elle sentit ses jambes fléchir, son portable faillit glisser de sa main. « Comment va-t-il ?»« Stable, mais inconscient. Il s'est cogné la tête. Les médecins font des examens. Il a laissé votre nom comme contact d'urgence, c'est pourquoi j'appelle. » Marianne entendit à peine le reste. Elle raccrocha, ferma la bibliothèque à la hâte et courut à l'arrêt de bus. Son cœur battait si fort qu'elle avait du mal à respirer. Rodrigue était à l'hôpital. Il pouvait être en train de mourir. Et la dernière chose qu'elle lui avait dite était qu'elle avait besoin de temps. Le trajet jusqu'à l'hôpital privé du 8e arrondissement fut le plus long de la vie de Marianne. Quand elle arriva finalement, elle courut jusqu'à la réception, haletante. « Rodrigue Almeida, où est-il » La réceptionniste vérifia sur l'ordinateur. « 5e étage, chambre 512. Mais seule la famille est autorisée à entrer. »« Je suis sa femme, » dit Marianne sans réfléchir, et montra l'alliance qu'elle portait toujours à son doigt, qu'elle n'avait jamais enlevée. La réceptionniste regarda l'alliance, puis l'ordinateur, et fit un signe de tête. « Vous pouvez monter. » Marianne monta dans l'ascenseur, le cœur battant. Quand les portes s'ouvrirent au 5e étage, elle courut dans le couloir jusqu'à trouver la chambre. Elle poussa la porte et entra. Rodrigue était au lit, pâle, avec un pansement sur la tête, relié à plusieurs appareils. Il dormait, le visage serein mais marqué par des hématomes. Marianne sentit ses jambes fléchir et s'accrocha au mur. « Vous êtes sa femme ?» Une voix derrière elle fit Marianne se retourner. C'était un médecin en blouse blanche avec un bloc-notes à la main. « Oui » dit Marianne, la voix sortant comme un murmure. « Comment va-t-il » ? « Il a eu un accident de voiture. Il s'est cogné la tête, mais il n'y a pas d'hémorragie interne. Il est sous sédatif maintenant, mais devrait se réveiller dans quelques heures.
C'était de la chance. Cela aurait pu être bien pire. Marianne sentit les larmes couler. Elle hocha la tête, sans pouvoir parler, et le médecin sortit, la laissant seule avec Rodrigue. Elle s'approcha lentement du lit et s'assit sur la chaise à côté. Elle prit sa main entre les siennes et sentit la chaleur, le pouls battant fermement. Il était vivant. Il était là. « Tu es un idiot », murmura-t-elle, la voix nouée. « Un idiot qui conduit sous la pluie et a un accident. Qu'est-ce que je vais faire de toi, Rodrigue ?» Comme s'il l'entendait, Rodrigue bougea légèrement. Ses yeux s'ouvrirent lentement, flous, jusqu'à rencontrer les siens. Il cligna des yeux, comme s'il n'y croyait pas. « Marianne », murmura-t-il, la voix rauque. « Je suis là », dit-elle en serrant sa main. « Je suis là. »« Tu es venu », dit-il, essayant de s'asseoir mais gémissant de douleur. « Ne bouge pas, idiot », dit Marianne, l'aidant à se recoucher. « Tu t'es cogné la tête. Tu as besoin de te reposer. » Rodrigue la regarda comme si elle était une apparition, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse à tout moment. « Je pensais que je ne te reverrais plus, » murmura-t-il. « Moi aussi, » admit Marianne, les larmes coulant librement maintenant. « Mais quand j'ai su que tu étais ici, que tu pouvais être... que ça aurait pu être pire, j'ai réalisé que j'étais une idiote aussi. Pourquoi ? Parce que j'avais peur d'être blessée, de nouveau peur de faire confiance, et j'ai failli perdre la chance de te dire que je ressens aussi quelque chose, que ces jours loin de toi ont été les pires de ma vie, non pas parce que j'étais seule, mais parce que tu me manquais, chaque putain de jour. » Rodrigue ferma les yeux, une larme coulant du coin. « Ne pleure pas, » dit Marianne, essuyant sa larme avec son pouce. « Tu vas aller bien. Nous allons aller bien. »« Tu me pardonnes ?» demanda-t-il en rouvrant les yeux. Marianne prit une profonde inspiration. « J'essaie. Et je suis prête à essayer de nouveau. Mais cette fois, sans mensonge, sans contrat. Juste, nous deux, pour de vrai. » Rodrigue prit sa main et la porta à ses lèvres, embrassant doucement ses doigts. « Pour de vrai, » répéta-t-il. « Je le promets. » Marianne resta à l'hôpital avec lui toute la nuit. Même quand les infirmières dirent qu'elle pouvait rentrer chez elle, qu'il était hors de danger, elle ne put partir. Elle resta là, assise sur la chaise inconfortable, tenant sa main pendant qu'il dormait. Ce ne fut que lorsque le soleil commença à se lever, peignant le ciel, de rose et d'orange à travers la fenêtre de l'hôpital, que Marianne permit à ses yeux de se fermer, et pour la première fois depuis des semaines, elle dormit en paix. 2 jours plus tard, Rodrigue sortit de l'hôpital. Marianne le ramena à son appartement, refusant l'idée qu'il retourne seul à l'immense manoir. Il avait besoin de soins, et elle était prête à les lui donner. Le petit appartement de Marianne était l'exact opposé du manoir de Rodrigue. Une chambre, un salon, une cuisine minuscule, une salle de bain simple. Mais quand Rodrigue entra et regarda autour de lui, il sourit. « C'est parfait, dit-il. « C'est petit, corrigea Marianne. « C'est le tien, répondit-il, et c'est pour ça que c'est parfait. » Les jours suivants furent révélateurs. Marianne s'occupa de Rodrigue avec un dévouement qui la surprit elle-même. Elle préparait des repas simples mais faits avec tendresse, changeait ses pansements, s'assurait qu'il prenne ses médicaments aux bonnes heures. Et Rodrigue, habitué à être servi par des domestiques, découvrit ce que c'était d'être soigné avec un amour véritable. Il parlait pendant des heures, de tout et de rien. Rodrigue raconta son enfance difficile, comment il avait construit son empire mais s'était perdu lui-même dans le processus. Marianne parla de la mère qu'elle avait perdue tôt, de sa relation compliquée avec son père, des rêves qu'elle avait gardés au fond de son cœur. « Tu veux toujours faire des études de lettres ?» demanda Rodrigue un soir, alors qu'ils étaient assis sur le petit canapé, une tasse de thé à la main. « Oui, j'étudie pour le bac. »« Tu vas y arriver, » dit-il, avec une certitude qui réchauffa son cœur. « Tu es intelligente, dévouée, tu réussiras tout ce que tu voudras. »« Et toi, qu'est-ce que tu veux, Rodrigue ?» Il la regarda, ses yeux bruns reflétant la lumière douce de la lampe de chevet. « Je te veux. Dans ma vie, à mes côtés. Non pas comme partie d'un contrat, non par obligation, mais parce que nous choisissons d'être ensemble. » Marianne sentit son cœur se serrer. « Même si je viens de Sarcelles, même si je ne fais pas partie de ton monde. »« Tu es mon monde, dit-il, simplement. »
Le reste n'est que décor. Et puis, pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, Rodrigue l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser pressé ou désespéré. Ce fut lent, doux, plein de promesses inexprimées. Marianne s'abandonna à ce baiser, sentant toutes les barrières qu'elle avait construites autour de son cœur s'écrouler. Quand ils se séparèrent, elle posa son front contre le sien et murmura « J'ai peur. »« Moi aussi, » admit-il, « mais nous aurons peur ensemble. Et nous ferons en sorte que ça marche, d'une manière ou d'une autre. » Et à ce moment-là, dans le petit appartement mais douillet, ils firent une promesse silencieuse. De recommencer, de construire quelque chose de réel, quelque chose qui ne serait pas basé sur des mensonges ou des contrats, mais sur le choix, sur l'amour. Mais comme toute histoire d'amour, la leur devrait encore affronter des tempêtes avant de trouver le calme. Et la plus grande d'entre elles était sur le point d'arriver. La nouvelle de la relation de Rodrigue avec Marianne ne tarda pas à fuiter dans les médias et surtout dans la haute société parisienne. Une semaine après sa sortie de l'hôpital et son emménagement dans l'appartement de Marianne, les appels commencèrent. Des journalistes voulant des interviews, des connaissances de Rodrigue feignant l'inquiétude, mais voulant en réalité Potiner et le pire de tous, sa famille. Rodrigue avait une tante, Hélène, la sœur de son père décédé, qui avait toujours eu des intérêts dans les affaires familiales. Elle apparut un samedi matin, sans prévenir, frappant à la porte de l'appartement de Marianne, comme si elle était la propriétaire des lieux. Quand Marianne ouvrit la porte et vit une femme élégante d'une 60aine d'années, aux cheveux blonds platine, vêtue de vêtements de créateur et affichant une expression de dédain, elle sut que les problèmes ne faisaient que commencer. « Vous devez être cette Marianne dont on parle, » dit Hélène sans saluer. « Où est mon neveu ?»« Excusez-moi, mais qui êtes-vous » demanda Marianne, bloquant l'entrée. « Hélène Almeida, la tante de Rodrigue, et j'ai besoin de lui parler maintenant. » Rodrigue apparut derrière Marianne, l'expression fermée. « Tante Hélène, que faites-vous ici ? Je suis venue voir de mes propres yeux la situation ridicule dans laquelle tu t'es fourrée, dit-elle, en poussant Marianne de côté et en entrant sans y être invitée. Elle regarda autour du petit appartement avec un air de répulsion. « Tu vis ici, dans ce taudis ? Faites attention à ce que vous dites, » dit Rodrigue, la voix dangereusement basse. « Vous êtes chez Marianne et j'espère que vous montrerez du respect. » Hélène laissa échapper un rire amer. « Du respect ? Rodrigue, tu es l'héritier de l'un des plus grands empires d'affaires de Paris. Et tu vis dans un appartement d'une chambre à Saint-Denis avec une fille que tu connais à peine. Tu penses que les gens vont respecter ça ? » « Je me fiche de ce que les gens pensent, » répondit Rodrigue, croisant les bras. « Mais tu devrais, » rétorqua Hélène, sortant, une enveloppe de son sac et la jetant sur la table. L'entreprise traverse une crise d'image. Les actionnaires sont nerveux. Les actions ont chuté de 15% depuis que la nouvelle de ton accident a fuité et que les gens ont découvert cette situation. Marianne sentit le sang se glacer. Elle prit l'enveloppe et en sortit quelques coupures de journaux et des impressions de sites web. Les titres étaient cruels. Héritier milliardaire abandonne son empire pour une fille de cité. Scandale amoureux ébranle le marché financier. Qui est la mystérieuse femme qu'a ensorcelé Rodrigue Almeida? Elle sentit son estomac se nouer. Il réduisait tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle avait vécu à un scandale. Une fille vénale de cité qui avait séduit un homme riche. « Cela ne change rien, » dit Rodrigue, reprenant les papiers et les jetant à nouveau sur la table. « L'entreprise se remettra. Elle se remet toujours. »« Pas cette fois, » dit Hélène, la voix cinglante, « parce que cette fois, tu es personnellement impliqué. Les investisseurs ne te font plus confiance, Rodrigue. Ils pensent que tu as perdu la tête, que tu prends des décisions émotionnelles au lieu de rationnelles. Et tu sais quoi, ils ont raison. »« Ça suffit, » dit Rodrigue en ouvrant la porte. « Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Maintenant, partez. » Hélène regarda de Rodrigue à Marianne, les yeux froids et calculateurs. « Elle est jolie, je l'admets, » dit-elle, la voix venimeuse. « Mais est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que ça vaut la peine de perdre tout ce que tu as construit pour une passade ? »« Partez, » répéta Rodrigue, et cette fois sa voix était une menace. Hélène leva les yeux au ciel, prit son sac et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, elle se tourna vers Marianne. « Tu as l'air d'une fille intelligente, alors tu dois savoir que ça ne durera pas.
Les hommes comme mon neveu se lassent. Et quand il se lassera, tu retourneras à ta petite place ici, sans rien, pendant qu'il retournera à son monde. Pense-y. » Et puis elle sortit, laissant un lourd silence derrière elle. Marianne resta immobile au milieu du salon, les mots d'Hélène résonnant dans sa tête. Rodrigue s'approcha et tenta de la toucher, mais elle recula. « Marianne, elle a raison, » dit Marianne, la voix tremblante. « Je suis en train de ruiner ta vie, ton entreprise, ta réputation, tout. »« Non, » dit Rodrigue, prenant son visage entre ses mains et la forçant à le regarder. « Elle n'a pas raison. Elle a peur de perdre le contrôle, de perdre l'influence qu'elle a toujours eue sur moi, et elle t'utilise pour me manipuler. Mais les actions ont chuté, les investisseurs sont inquiets, et tout ça à cause de moi. »« À cause de nous, » corrigea Rodrigue. « Et je m'en fiche. L'entreprise, ce n'est que de l'argent, Marianne, que du pouvoir. Mais toi, tu es réelle. Tu es la seule chose réelle que j'ai. » Marianne sentit les larmes brûler, mais ne les laissa pas couler. Elle voulait le croire, voulait croire qu'il pouvait surmonter tout cela. Mais elle avait peur, peur qu'en fin de compte, Hélène ait raison, peur de n'être qu'une phase dans sa vie. Les jours suivants furent tendus. Les médias ne laissaient aucun répit. Des paparazzis apparaissaient devant la bibliothèque, prenant des photos de Marianne quand elle sortait pour aller travailler. Elle détestait cette exposition, cette sensation d'être jugée en permanence. Rodrigue essayait de la protéger, mais il était impossible d'être partout à la fois. C'est un de ces après-midi que Béatrice réapparut. Marianne sortait de la bibliothèque quand elle vit la femme appuyée contre une voiture de luxe, les bras croisés, un sourire malicieux sur le visage. Elle soupira, se préparant à l'affrontement. « Béatrice, que voulez-vous ? » ?»« Parlez, » dit Béatrice en s'approchant. « De femme à femme, je n'ai rien à vous dire. »« Si, » insista Béatrice, bloquant le chemin de Marianne. « À propos de Rodrigue. » Marianne croisa les bras, attendant. « Tu penses que tu gagnes, n'est-ce pas ?» dit Béatrice, le ton doux mais venimeux. « Tu penses que tu as conquis son cœur, que vous allez avoir une fin de conte de fées ? Mais la vérité, ma chère, c'est que tu n'es qu'une nouveauté, quelque chose de différent, d'exotique, et quand la nouveauté passera, il se lassera. Si vous êtes venu ici juste pour essayer de m'effrayer, vous perdez votre temps, » dit Marianne, essayant de passer. Mais Béatrice lui tint le bras. « J'ai connu Rodrigue toute ma vie. J'ai été sa maîtresse pendant 5 ans. Je sais comment il fonctionne. Il se ferme, s'éloigne, et quand tu t'en rendras compte, tu seras à nouveau seul, comme moi. » Marianne regarda la main de Béatrice sur son bras et lentement la repoussa. « La différence entre vous et moi, » dit Marianne, la voix ferme, « c'est que je ne suis pas avec lui par intérêt, par statut ou par commodité. Je suis avec lui parce que je l'ai choisi, parce que j'ai vu au-delà de la façade froide qu'il utilise pour se protéger. Et si un jour il décide de me quitter, je survivrai, parce que j'ai déjà survécu à bien pire qu'un cœur brisé. » Béatrice cligna des yeux, surprise par la réponse. « Vous êtes naïve, et vous êtes amère, » rétorqua Marianne. « Maintenant, excusez-moi. » Et cette fois, elle passa, laissant Béatrice derrière elle avec une expression de colère sur le visage. Quand Marianne rentra chez elle, Rodrigue était dans le salon, son ordinateur portable sur les genoux, le visage tendu. Elle remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé? Il leva les yeux et Marianne y vit l'inquiétude. Les actionnaires ont convoqué une réunion d'urgence. Ils veulent que je me retire temporairement de la présidence de l'entreprise jusqu'à ce que la situation se stabilise. Marianne sentit sa poitrine se serrer. « À cause de moi ?»« Non, » dit Rodrigue, fermant son ordinateur portable et se levant. « À cause de leur avidité, de leur hypocrisie, de la peur qu'ils ont de tout ce qui sort du schéma établi. Rodrigue, vous ne pouvez pas perdre votre entreprise. Vous avez travaillé toute votre vie pour ça. Et j'en ai assez, dit-il, la voix chargée d'émotion. J'en ai assez. De vivre pour plaire aux actionnaires, de jouer le jeu de la haute société, de faire semblant de me soucier de choses qui n'ont pas d'importance. Pour la première fois de ma vie, j'ai quelque chose qui vaut la peine de se battre. Et ce n'est pas l'entreprise. C'est quoi alors ? Il fit quelques pas vers elle et lui prit le visage entre les mains. C'est toi. C'est nous. C'est la chance d'avoir une vraie vie. Pas une vie mise en scène pour les caméras et les pages de journaux. Marianne sentit les larmes couler. « Mais je ne veux pas que tu perdes tout pour moi. »« Je ne perds rien, »
dit-il en essuyant ses larmes avec son pouce. « Je gagne. Enfin, je gagne ce qui compte. » Mais les belles paroles ne changeaient pas la réalité. Le lendemain, Rodrigue se rendit à la réunion d'urgence, et Marianne resta à la maison, anxieuse, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Elle alluma la télévision et vit la couverture en direct. Des journalistes devant le bâtiment de l'entreprise, spéculant sur l'avenir de Rodrigue Almeida. Ce furent 4 heures d'attente agonisante, jusqu'à ce qu'il revienne. Enfin! Marianne courut à la porte quand elle entendit la clé dans la serrure. Rodrigue entra, son costume froissé, sa cravate desserrée, le visage fatigué mais serein. « Et alors ?» demanda-t-elle, le cœur battant. « J'ai démissionné, » dit-il simplement. Marianne sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. « Vous... quoi ?»« J'ai démissionné de la présidence, de l'héritage, de tout. J'ai donné procuration à ma tante Hélène pour tout gérer en mon nom jusqu'à ce que je décide quoi faire. Mais pour l'instant, je suis libre. Rodrigue, vous ne pouvez pas tout jeter comme ça. » Il fit quelques pas vers elle et lui prit les mains. « Je n'ai rien jeté, j'ai fait un choix, et je t'ai choisi, toi. Je nous ai choisis. J'ai choisi d'avoir une vraie vie, pas une vie d'apparence. Mais l'argent, l'entreprise, tout ce que vous avez construit, c'est toujours là, dit-il tranquille. Seulement, ça ne me contrôle plus. Marianne, j'ai passé 34 ans à vivre pour cette entreprise, à plaire aux fantômes du passé, à prouver quelque chose à un père qui ne m'a jamais aimé. Et j'en ai assez. Je veux vivre pour moi. Je veux vivre pour nous. » Marianne le regarda, voyant la paix dans ses yeux. Il était vraiment en paix avec cette décision, et d'une certaine manière, cela l'effrayait encore plus. « Et maintenant, qu'allons-nous faire ?» Rodrigue sourit, et ce fut la première fois que Marianne vit un vrai sourire sur son visage. « Maintenant, nous vivons. Tu feras tes études. Je découvrirai qui je suis en dehors de l'entreprise, et nous construirons quelque chose à nous, à notre manière. » Cette nuit-là, ils parlèrent pendant des heures de l'avenir, de rêves qui avaient été mis de côté, de possibilités qu'ils n'avaient jamais envisagées. Rodrigue parla de vouloir investir dans des projets sociaux, d'utiliser ses connaissances pour aider les petits entrepreneurs. Marianne parla de son rêve d'avoir un jour sa propre librairie communautaire, un espace où enfants et jeunes pourraient avoir accès aux livres et à l'éducation. « On pourrait faire ça ensemble, » dit Rodrigue, les yeux brillants. « Utiliser l'argent que j'ai encore pour créer quelque chose qui fasse vraiment la différence. Tu es sérieux ? Complètement. Marianne, j'ai passé des années à accumuler des richesses sans but. Maintenant, je veux donner un but à tout cela. » Pour la première fois depuis des semaines, Marianne ressentit de l'espoir. Un véritable espoir qu'ils pouvaient construire quelque chose de beau ensemble, quelque chose qui leur appartienne. Mais la paix fut de courte durée. 2 jours plus tard, Marianne reçut un appel qui allait tout changer. C'était Valère, l'oncle qui avait aidé à orchestrer tout le plan du faux mariage. « Marianne, il faut qu'on parle, » dit-il, la voix tendue. « C'est à propos de ton père. » Marianne sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Qu'est-ce qu'il y a avec mon père ? Il est à l'hôpital. Pour de vrai cette fois, il a eu une crise cardiaque. C'est grave. » Marianne fut choquée. Même après tout, même après la trahison, entendre que son père était en danger réel la bouleversa d'une manière inattendue. Quel hôpital? Quand elle raccrocha, Rodrigue était à ses côtés. Que s'est-il passé? Mon père, il a eu une crise cardiaque. Il est à l'hôpital. Tu veux aller le voir? Demanda Rodrigue sans jugement. Marianne le regarda, les yeux remplis de larmes confuses. Je ne sais pas. Il m'a trahi, m'a utilisé, m'a vendu, mais il est toujours mon père, et je ne sais pas si je peux simplement le laisser mourir seul. Rodrigue lui prit le visage. Alors allons-y, ensemble. Et ainsi, une fois de plus, Marianne se retrouva à l'hôpital, mais cette fois elle n'était pas seule. Rodrigue était à ses côtés, lui tenant la main, lui donnant la force dont elle avait besoin pour affronter le fantôme du passé qui la hantait encore. L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière était bondé, comme toujours. Marianne et Rodrigue marchèrent dans les couloirs froids et blancs jusqu'à trouver l'aile. De cardiologie. Valère était assis sur une chaise en plastique devant l'une des chambres, la tête entre les mains. Quand il vit Marianne s'approcher, il se leva, l'expression fatiguée et repentante. « Marie, merci d'être venue, » dit-il en essayant de s'approcher, mais Marianne garda ses distances. «
Comment va-t-il? Stable pour l'instant, mais c'était grave. Les médecins ont dit qu'il devait subir une intervention chirurgicale pour poser des stents dans les artères. Mais il hésita, regardant Rodrigue comme pour demander la permission de continuer. « Mais quoi ?» pressa Marianne. « Son assurance maladie complémentaire ne couvre pas l'intégralité de la chirurgie, et je n'ai pas l'argent pour payer en privé. » Marianne sentit la colère monter. « Bien sûr, c'est toujours une question d'argent, n'est-ce pas? C'est pour l'argent que vous m'avez vendu, et maintenant c'est pour l'argent que vous êtes là à me demander de l'aide. Marie, je sais qu'on a fait une erreur. Je sais que j'ai été complice d'une chose horrible, mais c'est mon frère et ton père, et je sais que tu es en colère, mais... » « Je peux payer la chirurgie, » m'interrompit Rodrigue, sa voix calme, mais ferme. Marianne se tourna vers lui, surprise. « Rodrigue, vous n'avez pas besoin de... »« Je veux, » dit-il, la regardant. « Pas pour lui, mais pour toi. Parce que je sais que, même si tu es en colère, tu le regretteras si tu ne fais rien. Et je ne veux pas que tu portes ce fardeau. » Marianne sentit ses yeux picoter. Elle ne méritait pas quelqu'un d'aussi bon que lui, quelqu'un prêt à aider l'homme qui l'avait trahi. « Je paierai aussi, » dit-elle, la voix ferme. « La moitié chacun. C'est mon père et je ferai cela pour là. Les bonnes raisons, pas par obligation. » Rodrigue hocha la tête et Valère laissa échapper un soupir de soulagement. « Merci, » murmura-t-il. « Merci beaucoup. » Marianne ne répondit pas. Elle se dirigea simplement vers la porte de la chambre et entra. Niel était allongé sur le lit d'hôpital, connecté à plusieurs appareils, le visage pâle et vieilli. Quand il vit Marianne entrer, ses yeux se remplirent de larmes. « Marie, » murmura-t-il, la voix faible, « tu es venue. » Marianne s'approcha lentement et resta debout à côté du lit, les bras croisés, gardant une distance émotionnelle, même en étant physiquement proche. « Je suis venue parce que, même après tout, vous êtes toujours mon père. Mais cela ne signifie pas que je vous ai pardonné. » Niel ferma les yeux, les larmes coulant sur ses tempes. « Je sais. Je ne mérite pas votre pardon. Ce que j'ai fait est impardonnable. »« Pourquoi ?» demanda Marianne, la voix brisée. « Pourquoi avez-vous fait ça? Pour de l'argent? Est-ce que ça valait le coup de me vendre pour de l'argent ?»« Ce n'était pas seulement pour l'argent, » dit Niel en ouvrant les yeux. « C'était par peur. Peur de mourir pauvre, de te laisser seul sans rien, d'avoir échoué en tant que père toute ma vie. Quand Valère est apparu avec cette proposition, j'ai vu une issue, une façon de te donner une vie meilleure, même si c'était de la pire manière possible. Vous n'aviez pas le droit de décider cela pour moi, dit Marianne, les larmes coulant enfin. Vous m'avez enlevé mon choix. Vous m'avez fait croire que vous mourriez. Vous m'avez fait passer le pire mois de ma vie en pensant que je vous perdais. Je sais, murmura Niel, et je vivrai avec cette culpabilité jusqu'à ma mort, qui n'est probablement pas loin. Ne dites pas ça, dit Marianne, en s'essuyant le visage avec colère. Vous allez subir l'opération, vous allez vous améliorer, et vous devrez vivre avec ce que vous avez fait. Vous devrez vous regarder dans le miroir tous les jours et vous souvenir que vous avez trahi votre propre fille. Niel hocha légèrement la tête, sans force pour discuter. Marianne resta là quelques minutes de plus, en silence, puis sortit de la chambre. Rodrigue l'attendait dans le couloir et elle se jeta dans ses bras, laissant enfin éclater les pleurs qu'elle avait retenus. « Je t'aime », murmura-t-elle contre sa poitrine. « Je t'aime tellement que ça fait mal. » Rodrigue la serra plus fort. « Je t'aime aussi. Et nous allons surmonter cela. Ensemble. » La chirurgie fut programmée pour la semaine suivante. Marianne et Rodrigue partagèrent les coûts, comme ils l'avaient convenu, et s'occupèrent de tout ce dont Niel avait besoin. Pendant cette semaine, Marianne rendit visite à son père à l'hôpital tous les jours, mais les conversations étaient courtes, tendues, chargées d'un pardon qui n'était pas encore complètement arrivé. C'est la nuit, précédant l'opération, que Niel demanda à leur parler à tous les deux. Marianne et Rodrigue entrèrent dans la chambre, et l'homme âgé les regarda avec un mélange de gratitude et de regret. « Rodrigue, commença-t-il, la voix faible mais ferme, « je vous dois des excuses. Quand je vous ai vendu ma fille, parce que c'est ce que j'ai fait, inutile d'enjoliver la pilule. Je vous ai aussi mis dans une position horrible. Je vous ai utilisé autant que je l'ai utilisé. » Rodrigue resta silencieux un instant, puis hocha la tête. « Vous m'avez utilisé, oui, mais au final, cet accord m'a apporté la meilleure chose qui me soit jamais arrivée dans ma vie. Alors je ne sais pas si je dois vous haïr
ou vous remercier. Niel laissa échapper un rire faible et amer. Drôle de façon dont les choses fonctionnent, n'est-ce pas? J'ai essayé de forcer une fin heureuse et j'ai presque tout détruit dans le processus. Presque, dit Marianne, serrant la main de Rodrigue. Mais nous sommes là, et nous sommes ensemble. C'est ce que je voulais le plus pour toi, dit Niel regardant sa fille. Que tu sois heureuse. J'ai juste choisi le mauvais chemin pour essayer de garantir cela. On ne peut garantir le bonheur de personne, papa, dit Marianne, la voix douce mais ferme. Les gens doivent trouver leur propre bonheur. On ne peut que donner son soutien, être présent, être honnête, et vous avez échoué à tout cela. Je sais, et si je survis à cette opération, je passerai le reste de ma vie à essayer d'être le père que j'aurais dû être. Marianne ne répondit pas, mais serra la main de son père un bref instant avant de quitter la chambre. L'opération fut un succès. Niel survécut, et bien qu'il ait un long chemin de récupération devant lui, les médecins étaient optimistes. Marianne lui rendait visite régulièrement, mais maintenait une distance émotionnelle saine. Elle apprenait qu'aimer quelqu'un ne signifie pas accepter tout ce que la personne fait, et que le pardon est un processus, pas un événement unique. Pendant ce temps, la vie de Marianne et Rodrigue commença à prendre forme d'une manière qu'aucun des deux n'attendait. Rodrigue, libéré des obligations de l'entreprise, se plongea dans des projets sociaux avec une passion que Marianne n'avait jamais vue chez lui. Il créa un programme de mentorat pour les jeunes entrepreneurs des communautés défavorisées, offrant non seulement de l'argent, mais aussi des connaissances et des contacts. Marianne, quant à elle, fut admise à l'université en lettres, avec une note suffisante pour obtenir une bourse d'études complète. Elle commença ses études tout en continuant à travailler à la bibliothèque, et peu à peu, son rêve d'avoir une librairie communautaire commença à se réaliser. Avec le soutien financier de Rodrigue et sa détermination, ils louèrent un espace à Saint-Denis et commencèrent à le transformer en un lieu de rencontre, de lecture et d'apprentissage. Mais tout n'était pas rose. La pression de la société continuait. Béatrice n'abandonna pas d'essayer de séparer le couple, répandant des rumeurs et des mensonges chaque fois qu'elle le pouvait. La tante Hélène intenta un procès contre Rodrigue, alléguant qu'il était mentalement incapable lorsqu'il avait renoncé à l'entreprise, tentant de reprendre le contrôle total de l'empire Almeida. Ce fut une période difficile, pleine d'avocats, d'audiences et de stress. Mais à chaque défi, Marianne et Rodrigue devenaient plus forts, plus unis. Ils apprirent à se battre ensemble, à se soutenir dans les moments difficiles et à célébrer les petites victoires. Une nuit, 6 mois après l'accident de Rodrigue, ils étaient sur la terrasse du nouvel appartement qu'ils avaient loué ensemble. Un espace plus grand, mais toujours simple, toujours dans le quartier que Marianne aimait. Ils regardaient les lumières de la ville, buvant du vin bon marché et parlant de l'avenir. « Tu regrettes ?» demanda Marianne soudainement. « D'avoir tout laissé derrière toi ?» Rodrigue la regarda surpris. « Pas une seconde. Pourquoi ?»« Parce que parfois, je me demande si je n'ai pas gâché ta vie, si tu ne serais pas plus heureux avec tout ce que tu avais avant. » Rémi posa son verre de côté et se tourna vers elle, lui prenant le visage entre ses mains. « Marianne, avant toi, je n'avais pas de vie. J'avais de l'argent, du pouvoir, un statut, mais je n'avais pas de vie. J'étais une coquille vide, faisant ce qu'on attendait de moi, vivant pour plaire à des fantômes. Tu m'as donné quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter, un but, l'amour véritable, une raison de me réveiller le matin et de vouloir être une meilleure personne. » Marianne sentit ses yeux s'embuer. « Moi aussi, j'étais vide avant, toi. Je vivais en mode automatique, m'occupant de mon père, survivant. Mais tu m'as montré que je pouvais vivre, pas seulement survivre, que je pouvais avoir des rêves, des objectifs, une vie qui m'appartenait. Nous nous sommes sauvés mutuellement, dit Rémi en souriant. Est-ce qu'on s'est sauvés ou est-ce qu'on a juste trouvé quelqu'un prêt à se noyer avec nous ?» plaisanta Marianne, et ils rirent tous les deux. Rémi devint alors sérieux, prit sa main et s'agenouilla là, sur la terrasse simple, sous la faible lumière des étoiles et la pollution lumineuse de Paris. « Marianne Silva, commença-t-il, sortant une petite boîte de sa poche. « Nous nous sommes déjà mariés une fois par obligation, par contrat, par désespoir. Mais maintenant, je veux t'épouser de nouveau, de la bonne manière. Par amour, par choix, parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Acceptes-tu »
Marianne regarda la bague simple mais jolie dans la petite boîte, puis l'homme agenouillé devant elle, et sentit son cœur déborder. « Oui, dit-elle, riant et pleurant en même temps. « 1000 fois oui. » Rémi passa la bague à son doigt et l'attira dans un baiser qui scella une promesse plus vraie que n'importe quel contrat n'aurait pu le faire. Mais avant qu'il ne puisse tout plonger complètement dans le bonheur de ce moment, le téléphone portable de Marianne sonna. C'était l'hôpital. Quelque chose était arrivé à son père. Ils coururent à l'hôpital, le cœur battant la chamade. Quand ils arrivèrent, le médecin les attendait avec une expression sérieuse. « Que s'est-il passé ?» demanda Marianne, haletante. « Il a eu une complication, une arythmie cardiaque. Nous avons réussi à le stabiliser, mais il est faible, très faible, et il a demandé à vous voir. » Marianne entra dans la chambre et trouva son père plus maigre, plus fragile que jamais. Il ouvrit les yeux quand il la vit et sourit faiblement. « Salut, ma fille. »« Salut, papa. Tu nous as fait peur. »« Désolé. Ce n'était pas intentionnel, » plaisanta-t-il, mais sa voix était trop faible pour soutenir l'humour. Marianne s'assit à côté du lit et pour la première fois depuis des mois, lui tint la main sans hésiter. « Tu dois te rétablir. Il y a encore beaucoup de choses à réparer. »« Je sais, mais au cas où je n'y arriverai pas, je voulais te dire que tu es la meilleure chose que j'ai jamais faite dans ma vie. La seule chose juste que j'ai faite. Et je suis vraiment désolé. Pour tout. »« Je sais, papa, » dit Marianne, les larmes coulant. « Et j'essaie de te pardonner. Chaque jour un peu. C'est difficile, mais j'essaie. »« C'est tout ce que je peux demander, » dit Nicolas en fermant les yeux. « Et prends soin de cet homme. Il t'aime vraiment. Je sais. Et je l'aime aussi. » Nicolas sourit et, lentement, s'endormit, sa main toujours tenue dans celle de Marianne. Elle resta là quelques minutes de plus, puis sortit de la chambre. Rémi l'attendait dans le couloir et elle se jeta dans ses bras. « Il va s'en sortir ?» demanda Rémi. « Je ne sais pas, mais si ce n'est pas le cas, au moins nous avons fait la paix, d'une certaine manière. » Ils rentrèrent chez eux ce soir-là en silence, chacun perdu dans ses pensées. Mais quand ils arrivèrent à l'appartement et se couchèrent, enlacés, Marianne réalisa quelque chose d'important. Peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils se tenaient l'un l'autre. Et c'était suffisant. Le lendemain matin, ils se réveillèrent avec une nouvelle inattendue. La tante Hélène avait abandonné la procédure. Apparemment, l'un des actionnaires majoritaires de l'entreprise l'avait convaincu qu'il était préférable de laisser Rémi tranquille. Il était libre, complètement libre, de vivre la vie qu'il avait choisie. « Pourquoi penses-tu qu'elle a abandonné ?» demanda Marianne pendant qu'ils prenaient leur café. « Je ne sais pas et je m'en fiche, » dit Rémi en souriant. « Je suis juste heureux que ce soit fini. » Mais la vérité éclata quelques jours plus tard. Ce fut Lucie, l'ancienne employée du manoir, qui appela Rémi pour lui raconter. Elle avait vu Hélène falsifier des documents, essayant de voler de l'argent à l'entreprise. Et quand l'un des associés le découvrit, il menaça de l'exposer publiquement si elle ne laissait pas Rémi tranquille. « Karma, » dit Marianne quand Rémi raconta l'histoire. « Ou justice, » répondit-il. La procédure étant écartée et le père de Marianne en convalescence lente mais stable, ils purent enfin se concentrer sur ce qui importait. Construire la vie qu'ils avaient toujours voulu. La bibliothèque communautaire fut inaugurée un samedi ensoleillé, avec fêtes, musique, nourriture et des dizaines d'enfants courant entre les étagères. La bibliothèque communautaire. Le renouveau, comme Marianne et Rémi l'avaient rebaptisé, devint rapidement le cœur battant du quartier. Les enfants venaient après l'école pour faire leurs devoirs sur les tables colorées que Rémi avait fait faire sur mesure. Les adolescents se réunissaient les samedis pour des clubs de lecture que Marianne organisait avec passion. Les adultes découvraient des livres auxquels ils n'avaient jamais eu accès, participaient à des ateliers d'écriture, de contes, de théâtre communautaire. Marianne s'épanouissait dans cet environnement. Rémi, qui l'observait alors qu'elle animait un cercle de lecture avec un groupe d'enfants, voyait l'éclat dans ses yeux et savait qu'il avait pris la bonne décision. Il avait échangé un empire froid et distant contre quelque chose de petit, mais réel, plein de vie et de sens. Les mois passèrent, et avec eux, la vie du couple prit une forme qui les surprenait eux-mêmes.
Rémi commença à donner des conférences dans les universités sur l'entrepreneuriat social. Marianne était au 3e semestre de lettres, obtenant d'excellentes notes et rêvant de faire un master. Il vivait dans un appartement confortable, travaillait côte à côte à la bibliothèque, et le soir il conversait pendant des heures sur tout et sur rien, se découvrant un peu plus chaque jour. Leur relation n'était pas parfaite. Parfois ils se disputaient, surtout quand Rémi voulait tout résoudre avec de l'argent et que Marianne insistait qu'il y avait des problèmes que l'argent ne résolvait pas. D'autres fois, Marianne se fermait quand quelque chose la dérangeait, et Rémi devait apprendre à lui laisser de l'espace sans s'éloigner. Mais ils parlaient toujours, s'excusaient toujours, choisissaient toujours de rester ensemble, même quand c'était difficile. Le père de Marianne se rétablissait lentement. Cela prit presque 1 an, mais il fut finalement autorisé à sortir de l'hôpital et rentra chez lui. Il visitait la bibliothèque 1 fois par semaine, aidant avec de petites réparations, arrangeant les chaises, saluant les enfants. Marianne maintenait toujours une distance émotionnelle prudente, mais petit à petit, très lentement, il reconstruisait quelque chose. Ce ne serait plus comme avant, mais peut-être pourrait-ce être quelque chose de nouveau, quelque chose de plus honnête. Valère apparut quelquefois pour s'excuser, pour essayer de se racheter. Marianne lui pardonna, mais lui fit comprendre que la confiance était quelque chose qu'il devrait regagner avec le temps et des actions, pas avec des mots. Il respecta cela, et petit à petit, commença aussi à apparaître à la bibliothèque, faisant des dons de livres, faisant connaître l'endroit, essayant de faire ce qui était juste. Béatrice finit par disparaître de leur vie. Fatiguée d'essayer de créer des problèmes sans y parvenir, elle retourna dans son cercle social et trouva une autre cible pour ses manipulations. Marianne eut pitié d'elle, de cette femme qui n'avait jamais appris que le bonheur ne se gagne pas à travers le malheur des autres. Hélène tenta encore quelquefois de créer des problèmes, mais échouait toujours. L'entreprise restait rentable sous une nouvelle direction, et Rémi, bien qu'il ait renoncé au contrôle actif, détenait toujours une participation actionnariale qui lui garantissait une indépendance financière. Il n'était plus milliardaire, mais il avait suffisamment pour vivre confortablement et investir dans les projets qui comptaient vraiment pour lui. Ce fut un matin d'octobre, presque 2 ans après cette première nuit où Marianne dormit au manoir en tant qu'épouse sous contrat, qu'elle découvrit qu'elle était enceinte. Elle fit le test seule, dans les toilettes de l'université, entre 2 cours. Quand elle vit les 2 lignes, elle sentit le monde s'arrêter. Peur, joie, panique, espoir, tout mélangé dans une vague émotionnelle qui la laissa tremblante. Elle rangea le test dans son sac et passa le reste de la journée distraite, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Quand elle rentra chez elle le soir, Rémi était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Il avait appris à cuisiner ces derniers mois, et bien qu'il brûle encore souvent des choses, il s'améliorait. Il la regarda et remarqua immédiatement que quelque chose était différent. Que s'est-il passé? Marianne posa son sac sur la table et sortit le test de grossesse. Rémi le regarda, puis la regarda, les yeux écarquillés. « Nous sommes enceints, compléta Marianne, la voix tremblante. « Je suis enceinte. » Rémi resta paralysé un instant, assimilant la nouvelle. Puis, lentement, un sourire se forma sur son visage, le sourire le plus large et le plus sincère que Marianne ait jamais vu. « Nous allons avoir un bébé, » dit-il, presque incrédule. « Un enfant à nous. »« Tu es heureux ?» demanda Marianne, encore incertaine. Rémi lâcha tout ce qu'il faisait, alla vers elle et la prit dans ses bras, la faisant tournoyer dans la cuisine. « Heureux ? Marianne, je suis en extase. Nous allons être parents. » Marianne rit, les larmes coulant, et se laissa envelopper par sa joie. Mais quand il la posa au sol, elle lui prit le visage entre les mains. « J'ai peur. »« De quoi ? » ?»« De ne pas être une bonne mère, de ne pas savoir quoi faire, de répéter les erreurs de mes parents. » Rémi lui prit les mains. « Tu vas être une mère incroyable, parce que tu es forte, déterminée, pleine d'amour à donner. Et je serai à tes côtés à chaque seconde. Nous allons apprendre ensemble. Et si nous faisons des erreurs, nous les corrigerons. Mais ça va marcher, Marie, je sais que ça va marcher. » Et ainsi commença une nouvelle phase. La grossesse de Marianne fut tranquille, bien qu'elle ait eu des nausées constantes les premiers mois. Rémi devint encore plus attentionné, au point d'être super protecteur.
Marianne devait constamment lui rappeler qu'elle était enceinte, pas malade, et qu'elle pouvait continuer à travailler à la bibliothèque, aller à la fac, vivre sa vie. Ils annoncèrent la grossesse lors d'une fête à la bibliothèque, entourés des amis qu'ils s'étaient faits dans le quartier, des enfants qui fréquentèrent l'espace, de Madame Colette et Madame Marthe, qui étaient devenues comme des mères pour Marianne. Ce fut une célébration simple mais émouvante, pleine d'étreinte, de larmes de joie et de vœux de bonheur. Le père de Marianne pleura quand il apprit qu'il serait grand-père. Il promit d'être un grand-père présent, meilleur qu'il ne l'avait été en tant que père. Marianne le crut, mais maintint une vigilance saine, protégeant non seulement elle-même, mais aussi l'enfant à venir. Les mois passèrent, et avec eux, le ventre de Marianne grossissait. Rémi parlait au bébé toutes les nuits, la main sur son ventre, racontant des histoires, faisant des promesses, disant à quel point il aimait déjà cet être qui n'était même pas encore né. Marianne observait ces scènes le cœur plein, réalisant que l'homme froid et fermé qu'elle avait connu n'existait plus. À sa place, il y avait un homme passionné, dévoué, prêt à être père. Ils firent la fête prénatale à la bibliothèque, décorée de ballons bleus et jaunes, car ils avaient décidé de ne pas connaître le sexe du bébé avant la naissance. Ce fut un bel après-midi, avec des jeux, de la nourriture, des rires. Béatrice n'apparut pas. Hélène ne fut pas invitée, mais toutes les personnes qui importaient vraiment étaient là. Quand Marianne entra en travail, par une nuit pluvieuse de mars, Rémi paniqua complètement. Il oublia le sac de l'hôpital, faillit percuter la voiture 2 fois en chemin, et dans la salle d'accouchement, s'évanouit en voyant la première aiguille. Marianne, même avec la douleur, riait de la situation. « Tu es pathétique », dit-elle, riant encore tandis que les infirmières le faisaient asseoir la tête entre les jambes. « Désolé », murmura-t-il embarrassé. « Je veux juste que tu ailles bien. Je vais bien. Et toi aussi. Maintenant, arrête de t'évanouir et viens me tenir la main parce que j'ai besoin de toi. » Et il la tint. Il resta à ses côtés pendant toutes les heures de travail, essuyant la sueur de son front, lui murmurant des mots d'encouragement, étant la force dont elle avait besoin. Quand le bébé naquit finalement, après 19 heures de travail et que le médecin annonça que c'était une fille, Rémi pleura comme un enfant. Il tint sa fille dans ses bras, ce petit être rouge, et sut que sa vie ne serait plus jamais la même. « Elle est parfaite », murmura-t-il, regardant Marianne les yeux pleins, de larmes, comme sa mère. Ils l'appelèrent Hélène, non pas pour la tante de Rémi, mais pour la grand-mère maternelle de Marianne, celle qui avait appris à sa petite fille à aimer les jardins et les livres. Ce fut un hommage au passé, mais aussi une promesse d'un avenir différent. Les premiers mois avec le bébé furent chaotiques, nuits sans sommeil, couches, tétées, pleurs inexplicables, mais ce furent aussi les mois les plus intenses et les plus beaux de leur vie. Voir Rémi bercer sa fille dans ses bras, chanter des berceuses fausses, changer les couches avec un dévouement presque comique, réchauffa le cœur de Marianne d'une manière qu'elle n'attendait pas. Elle retourna à l'université quand Hélène eut 4 mois, partageant son temps entre les études, la bibliothèque et la maternité. C'était épuisant, mais elle ne voulait renoncer à aucune de ces parties d'elle-même. Rémi la soutenait en tout, prenant des tours avec le bébé, engageant une nounou de confiance pour les moments où ils devaient tous les deux travailler, mais s'assurant toujours qu'ils étaient présents dans la vie de leur fille. La bibliothèque continuait de croître. Ils ouvrirent une 2e unité dans un autre quartier populaire, puis une 3e. Le projet qui avait commencé comme un petit rêve devenait un réseau d'espoir et d'éducation, touchant des centaines de vies. Rémi était fier, mais plus important encore, il était épanoui. Il avait trouvé son but. Ce fut un soir, quand Hélène eut 1 an et demi, que Marianne et Rémi firent enfin le mariage qu'ils avaient toujours voulu. Ce ne fut pas une cérémonie luxueuse dans une salle coûteuse. Ce fut un dimanche après-midi, à la bibliothèque Le Renouveau, entouré des personnes qu'ils aimaient. Marianne portait une robe blanche simple qu'elle avait elle-même choisie dans un magasin populaire. Rémi portait qu'un jean et une chemise blanche, sans cravate, sans formalité. Hélène était dans les bras de Madame Colette, portant une petite robe jaune, tapant des mains et riant pendant toute la cérémonie. Le prêtre qui les maria était le même qui officiait les messes dans l'église du quartier, un homme simple et gentil qui connaissait leur histoire et pleura en les déclarant mari et femme. Quand Rémi embrassa Marianne,
scellant cet engagement véritable, tous applaudirent. Il n'y avait pas de glamour, pas d'ostentation, mais il y avait de l'amour, un amour réel, conquis avec douleur, construit avec patience, renforcé par des choix quotidiens de rester, de lutter, de pardonner. Lors de la fête qui suivit, avec de la musique live jouée par des musiciens du quartier, de la nourriture préparée par les voisines et une décoration simple mais jolie, Marianne regarda autour d'elle et réalisa qu'elle avait tout ce qu'elle avait toujours voulu. Non pas la richesse, non pas la célébrité, mais une famille, une communauté, un but, l'amour. Rémi l'attira pour danser, et tandis qu'il tournait lentement sur la piste improvisée entre les étagères de livres, il lui murmura à l'oreille « Merci. Pourquoi ? Pour m'avoir sauvé, pour m'avoir donné une raison de vivre, pour m'avoir donné une famille. » Marianne s'écarta légèrement et le regarda dans les yeux. « Tu m'as sauvé aussi. Nous nous sommes sauvés mutuellement. Et maintenant, nous sauvons d'autres personnes, tous les jours avec ce projet. Tu crois que notre histoire a une fin heureuse ? » « Je crois que notre histoire n'a pas de fin, » répondit Marianne en souriant. « Elle ne fait que commencer. » Et elle avait raison. Parce que des années plus tard, quand Hélène eut 5 ans et commençait à apprendre à lire dans les livres de la bibliothèque de ses parents, quand Marianne avait obtenu son diplôme de lettres et faisait son master, quand Rémi avait étendu les projets sociaux à 10 villes différentes, ils étaient toujours ensemble. Ils étaient toujours amoureux. Ils se choisissaient toujours l'un l'autre chaque jour. Bien sûr, il y avait des jours difficiles, des jours où ils se disputaient pour des broutilles, des jours où la fatigue pesait, des jours où ils remettaient en question leur choix. Mais toujours, ils revenaient l'un vers l'autre, parce que l'amour n'est pas seulement intensité et passion. L'amour est un choix, c'est un engagement. C'est décider chaque jour qu'il vaut la peine de se battre pour cette personne, pour cette famille, pour cette vie qu'ils avaient construite ensemble. Le père de Marianne devint, étonnamment, un grand-père dévoué. Il allait chercher Hélène à l'école quand Marianne et Rémi ne pouvaient y pas, emmenait sa petite fille manger une glace au parc, racontait des histoires de l'enfance de Marianne qu'elle avait oubliées. Il ne mentit plus jamais, ne tenta plus jamais de manipuler. La trahison qu'il avait commise resta marquée à jamais, mais il passa le reste de sa vie à essayer de la compenser, par des actions, non par des mots. Valère s'éloigna petit à petit, respectant l'espace dont Marianne avait besoin, mais il apparaissait de temps en temps, apportant des cadeaux pour Hélène, demandant de leurs nouvelles, toujours humble, toujours conscient de l'erreur qu'il avait commise. La tante Hélène finit par être écartée de l'entreprise pour pratiques anti-éthiques, et la fortune qu'elle avait tant voulu contrôler fut finalement diluée entre plusieurs héritiers et projets sociaux que Rémi avait établis dans le testament qu'il avait refait. La justice, parfois, vient de manières inattendues. Béatrice épousa un riche homme d'affaires et, selon les rumeurs, était malheureuse. Marianne n'en tirait aucun plaisir, juste de la pitié. Elle espérait qu'un jour Béatrice trouverait ce qu'elle cherchait vraiment, qui n'était pas un homme riche, mais la paix intérieure. Et la bibliothèque. Le renouveau? Elle continuait de croître, touchant des vies, changeant des histoires. Elle devint une référence nationale en projet d'éducation communautaire. Marianne et Rémi donnaient des conférences, écrivaient des articles, inspiraient d'autres entrepreneurs sociaux. Mais ce qui les animait n'était pas la reconnaissance, c'était de voir le sourire d'un enfant découvrant le plaisir de la lecture. C'était d'entendre l'histoire d'un jeune qui avait réussi à changer de vie parce qu'il avait eu accès à la connaissance et aux opportunités. Par une nuit d'hiver, 10 ans après ce premier mariage par contrat, Marianne et Rémi étaient dans le jardin de la maison qu'ils avaient achetée, une maison simple mais confortable dans le même quartier où tout avait commencé. Hélène, maintenant âgée de 9 ans, dormait dans sa chambre, serrant ses livres préférés. Ils étaient assis sur le banc en bois que Rémi avait construit, couvert d'une couverture, regardant les étoiles. « Tu te souviens du jour où nous nous sommes mariés pour la première fois ?» demanda Marianne. « Comment pourrais-je l'oublier? Tu étais terrifié, j'étais furieux contre la vie. Ce fut le mariage le plus froid et sans amour que l'on puisse imaginer. Et regarde où nous en sommes arrivés. » Rémi la tira plus près, embrassant le sommet de sa tête. « Parfois, je pense à ce qu'aurait été ma vie si je n'avais pas fait cet accord ridicule, si j'avais trouvé n'importe quelle autre femme pour remplir la clause du testament. Et je réalise qu'il n'y aurait pas eu de vie, juste une existence,
Tu m'as donné la vie, Marianne. Toi et notre fille. Vous deux êtes tout pour moi. Marianne tourna le visage et l'embrassa, un baiser long et tendre, plein d'histoires et de promesses tenues. « Je t'aime », murmura-t-elle. « Aujourd'hui, demain, toujours. Je t'aime aussi. Pour toujours. » Et là, dans ce jardin simple, sous le ciel étoilé de Paris, ils sont restés enlacés, deux survivants de leurs propres histoires, qui s'étaient rencontrés dans l'endroit le plus improbable et avaient construit quelque chose de beau, quelque chose de réel, quelque chose que ni le temps, ni les adversités, ni les mensonges du passé ne pourraient détruire. Parce que l'amour véritable, celui qui naît du choix et non de l'obligation, celui qui se construit au quotidien et pas seulement à travers les grands gestes, cet amour est indestructible. Il est éternel. Il est transformateur. Et l'histoire de Marianne et Rodolphe, qui avait commencé par un mensonge, fut écrite avec vérité. Une vérité qui disait que le passé ne définit pas qui nous sommes, mais que les choix que nous faisons chaque jour, oui. Une vérité qui disait que l'amour peut naître dans les endroits les plus sombres et s'épanouir en quelque chose de magnifique. Une vérité qui disait que tout le monde mérite une seconde chance, à condition d'être prêt à faire différemment. Et ils ont fait différemment, tous les jours, et ils continueraient à le faire pour le reste de leur vie ensemble.